Dans un empire où le chef avait fait un pacte avec les ténèbres, un garde ne serait même pas souvenir pour avoir défendu le royaume. Telle était la position de Ken Lator, la garde impériale, quelqu'un qui serait balayé de la mémoire de tous. Dans les derniers instants, Ken, le leader des rebelles, Halo Reston, le regardait au milieu du chaos. Il ne comprenait même pas pourquoi Ken avait décidé d'en arriver là, avec une épée dans la poitrine. Ken vit la vie défiler devant ses yeux. Né, orphelin, il avait vécu 28 ans à faire ses propres choix. Ne commençait pas une discussion sans fondement. Le jeune maître Halo criait, demandant à ceux qui ouvrirent les yeux, mais ceux-ci se fermèrent de plus en plus dans des larmes. Halo tenta de sauver celui qu'il appréciait tant, mais la lumière quitta les yeux de celui qui, marchant sur un miroir d'eau, aperçut l'univers au-dessus de lui. Le monde sans fin semblait être l'après-vie. La liberté ne semblait pas si impressionnante. Ce qui le faisait se souvenir des pleurs de Halo, laissant derrière lui le jeune maître qui devait savoir quoi faire. Qui s'était demandé comment il savourerait la liberté? Une lumière, cependant, apparut, attirant son attention. Un pouvoir mystérieux l'attaqua, le remplissant avant qu'il ne puisse s'en rendre compte. En rouvrant les yeux, qui vit un homme aux cheveux dorés. « Tu es né en bonne santé, Karen. » L'homme regarda sur le côté, demandant si le père souhaitait prendre le bébé dans ses bras. En voyant un homme aux vêtements riches s'approcher pour le tenir, qui se demandait ce qui se passait. Halo, qui était devenu un homme d'âge mûr, le soulevait, l'appelant petit-fils. Le bébé se mit à pleurer soudainement, surprenant le grand-père. Mais Kane ne voulait que savoir ce qui se passait. Il ne croyait pas être devenu le petit-fils de Halo. Des années plus tard, dans une école, le professeur racontait une histoire. Le chevalier Ken Lator qui périt avec l'empereur maléfique 40 ans auparavant. Il était devenu un symbole de loyauté pour être resté fidèle jusqu'à la fin. Avec cela, il termina son commentaire sur le dernier avis concernant l'histoire moderne, demandant au jeune maître ce qu'il en pensait. À la table, le jeune demanda quelle était la vision du professeur sur le sujet. Surpris, le professeur révéla qu'il pensait que le grand-duc souhaitait simplement restaurer l'honneur de son ami, car tout le monde savait que le duc Halo et le lord Kane étaient amis. Se levant, le jeune demanda si le professeur croyait vraiment cela. Avec un regard irrité, Karen, le troisième fils de Halo Reston et le seul fils du comte Pâle, se plaignit. « Je pense que papy garde rancune contre son ancien ami. C'est pourquoi il répand délibérément le nom de l'ami. » Surpris, le professeur demanda pourquoi Karen disait cela. Karen révéla qu'au lieu de rejoindre Halo, il avait choisi de périr avec l'empereur, quelque chose qu'Halo n'acceptait pas. Au lieu de devenir un héros comme Halo essayait de le faire, Karen préférait être oublié. La pensée de Karen inquiéta le professeur. Il y avait des enregistrements selon lesquels le duel entre les deux s'était terminé rapidement en raison de la différence de compétences. Cependant, penser que Ken Lator s'était laissé vaincre par refus de rejoindre son ami dans la Révolution rendait cette hypothèse vraiment plausible. Malgré la déduction de Chiron, le professeur ne pouvait pas être en désaccord avec lui, sinon il serait puni pour blasphème. À la fin, il répondit au garçon en affirmant n'avoir jamais envisagé une telle perspective. La réponse du professeur fit rire Karen. « Je rigole. Pourquoi sembles-tu effrayé ?» Le nom de la réincarnation de Kane Lator était devenu Karen Reston. Il était maintenant le plus jeune petit-fils du duc Reston. Cela lui a pris du temps pour s'habituer, surtout parce qu'il était le petit-fils de Halo, qui ne croyait pas que le bâtard soit devenu un héros. En marchant dans le manoir, il trouva son nouveau père en train de prier. Pâle était le plus jeune fils de Halo. Pour l'appeler, Caron se racla la gorge. Il demanda si ses cours étaient déjà terminés et, en confirmant, Caron voulut savoir s'il priait à nouveau. Caron imaginait que Pâle était préoccupé par la cérémonie d'éveil. « Je suis désolé. Comme tu le sais, contrairement à tes deux oncles, je n'ai jamais eu de pouvoir magique. C'est pourquoi je suis inquiet de te transmettre une telle tragédie. » Posant la main sur l'épaule de Pâle, Karen le rassura, lui rappelant à quel point il était un excellent père. Paolo fut ému par les mots de Karen et l'enlaça. Il ne put s'empêcher de pincer les joues de son cher fils. Ainsi, il l'emmena rapidement dîner. Karen portait une pierre qu'il lançait en l'air tout en pensant à la cérémonie d'éveil de sa vie passée. Il avait demandé ce qu'était une telle chose à Halo, qui expliqua que c'était un rituel familial pour éveiller le pouvoir magique inné. En se reposant après un entraînement à l'épée, Karen demanda si le pouvoir était quelque chose avec lequel on essaie, ou quelque chose dont il se fichait. Halo expliqua cependant que tout le monde ne pouvait pas éveiller le pouvoir et que, s'il ne l'éveilla pas, il ne pouvait pas hériter de la famille. Ce qui enthousiasmait Halo était la légende selon laquelle il y avait un pouvoir secret transmis uniquement au chef de la famille. Curieux, Ken avait demandé si c'était comme un trésor. En voyant Ken poser la question, Halo voulut savoir s'il était intéressé. Cependant, Ken détourna le regard, donnant une réponse partielle. En voyant son ami agir de manière fière, Halo finit par rire, ce qui l'irrita. Toutefois, Halo eut une idée. Quand je deviendrai le chef de la famille, j'enseignerai cette technique spéciale. Le rituel pour éveiller le pouvoir magique rappelait
rappelait à Karen ce jour du passé, mais révélait un pouvoir mystérieux. Il montra que Pale n'avait pas besoin de s'inquiéter, car l'éveil de la magie avait déjà été effectué de nombreuses années auparavant. Dans le royaume, il y avait une grande structure animée. À l'intérieur, un train stationnait. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient une telle locomotive. La mère de Karen révéla au garçon que beaucoup des technologies utilisées pour construire le train avaient été créées grâce au parrainage de Pale. Bien que Pale se sente flattée, elle insistait sur les éloges. Karen reconnaissait les exploits de son père et montrait combien il était fier. Cet homme n'avait pas éveillé la magie, mais à lui seul, il possédait 30% des finances du duché de Reston. Avec une mère toujours bienveillante et un père dévoué, la famille. Qui a vu dans cette vie comme Caron des parents parfaits? Le train a rapidement quitté la station et, en quittant la ville, il a été accueilli par un ciel nuageux. Caron regardait par la fenêtre les nuages et remarqua quelque chose. Il pouvait voir la propriété principale de la famille Reston. Il se dirigeait vers la grande forteresse Mer Bleue. Il savait qu'une certaine personne était à la forteresse. Allo Reston, l'ancien ami de sa vie passée, souriant malicieusement. Karen se demanda « Et alors, qu'est-ce qui a fait de moi une grande figure de l'histoire ?» Elle s'est réveillée soudainement, surprise par le pouvoir qui semblait émerger autour de son fils, laissant échapper son regard de malice. Karen jura intérieurement contre Allo. « Je vais définitivement devenir l'opposé de ce que tu as voulu me peindre. Je garantirai que tous tes efforts ne soient moins vains. Je serai le pire déchet à Reston. » Karen demandait à Allo de l'attendre, car le précieux avenir de Netto approchait. Le 11e train s'approcha rapidement de la station de verre. En descendant, les gardes et le majordome saluèrent le 3e jeune maître. Pali Pali répondit au salut de Heinrich et dit « Tout va bien comme toujours. » Le protagoniste observait les soi-disant chevaliers des vagues de la mer. Il semblait avoir remarqué qu'il avait déjà éveillé la mana, quelque chose que les chevaliers sur le territoire de sa famille n'avaient pas remarqué. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Allo n'entende parler de cela, bien que cela n'importât pas tant à Caron. Heinrich guida le chemin, les menant jusqu'au palais. En arrivant dans la résidence principale, une servante dit au jeune Caron que le comte lui avait demandé d'attendre pendant qu'il saluait les anciens. En regardant la salle de réception, Caron réalisa à quel point l'endroit était grand. En observant la ville entière par la fenêtre, il se demanda s'il devait aller à la bibliothèque. Cependant, à ce moment, quelqu'un apparut derrière, lui se moquant. « À la bibliothèque dès votre arrivée? Vous êtes vraiment comme les rumeurs le disent. Un rat de bibliothèque, n'est-ce pas ?» Le jeune devant lui se moquait de Bailey, son oncle, pour ne pas avoir éveillé, conseillant qu'à l'image de son père, Karen essaie de faire de l'argent parmi les plébéiens. Une expression sombre prit le visage de Karen. Le père, son cousin, avait libéré de la mana dans ses mains. Irrité, il dit « Tu veux te battre? Je vais te montrer ce qu'est la vraie mana. » Cependant, juste avec un regard, Caron exerça la pression sur son cousin. Je ne savais pas qu'il y avait un chien sans maître dans le manoir principal. Le cousin de Caron ressentit la énorme pression de sa mana. Quand as-tu éveillé le pouvoir magique? Mon père n'en a jamais parlé. Se moquant, Caron révéla que même son propre père ne le savait pas. Le cousin de Caron fut surpris d'entendre qu'ils avaient un problème. Serre les dents avec un sourire, Caron pointa vers lui-même. Nous n'avons pas besoin de 2 chiens fous ici. C'est moi qui assumerai cette fonction, alors tais-toi, compris? Le cousin de Caron devenait de plus en plus effrayé, surtout en le voyant comme un être des ténèbres riant aux éclats. Il est temps de recevoir une bonne correction, cousin. Dans une autre pièce, Heinrich parlait à tous de la confirmation de l'éveil de Karen, reconnu par les chevaliers Rafale, 2e fils de la famille. Surpris par le secret de l'information concernant le réveil du garçon, il demanda à Pali ce qu'il prévoyait. Abattu, Paolo avoua qu'il ne savait pas lui-même. Thalès, le premier fils, demanda à Rafale de ne pas se livrer à des conjectures, car il était normal que Paolo ne remarque pas le réveil du pouvoir magique de son fils. En soufflant, Rafale ne manqua pas de se moquer, disant « pathétique ». Soudain, un employé entra dans la pièce en appelant le majordome à toute vitesse. Il ne savait même pas comment expliquer la situation, ce qui attira l'attention des 3 frères. Il ne dit que 3 mots. Le second jeune maître, Thalès, fit lever Rafale. Pali, comprenant rapidement ce qui s'était passé, tenta d'affirmer qu'il y avait un malentendu. Cependant, Rafale libéra sa mana, courant vérifier la situation. Son regard était de fureur. Il trouva le fils évanoui sur le canapé, devant Caron. Caron, en voyant l'oncle, s'inclina légèrement pour le saluer. Rafale, cependant, le saisit. « Comment ce gamin mal élevé osait-il? Que penses-tu que tu faisais ?» Pendant que Pali courait pour aider son fils, Caron répondit simplement « Le cousin Léo a insulté mon père. Si c'était contre ton père, tu resterais juste là. » Irrité, Rafale cria en affirmant qu'il disait des sottises. Il essaya d'empêcher son frère, mais sa mana était oppressive. « Ferme-la, Pali. Cela n'arrive que parce que tu ne sais pas l'élever. » Avant que la situation ne s'aggrave, le majordome interrompit tranquillement. Heinrich révéla que le seigneur de la famille jugerait personnellement l'incident. Précipitamment, Pali récupéra son fils des mains de Rafale, plaçant Kéron au sol. Pali vérifia s'il allait bien. À ce moment-là, le majordome commença à guider tout le monde à l'extérieur. Soupirant, Pali dit à son fils qu'il devait aussi y aller. Kéron acquiesça
pensa, attendant de savoir comment serait la rencontre avec Halo après tout ce temps. Le soleil s'était déjà couché. Assis devant la fenêtre, Halo demanda pourquoi un tel incident était survenu. Dès que tu es arrivé à la forteresse de la mer Bleue, Pali fit un pas en avant pour expliquer, mais Halo l'interrompit. Je ne t'ai pas demandé, je veux entendre la réponse de ton fils. Sachant qu'Halo voulait savoir s'il n'allait pas faire quelque chose qui causerait des problèmes sans considérer les conséquences, Halo voulait des détails sur l'histoire. Voyant Halo agir généreusement, voulant l'écouter avant de le punir, Caron parla brièvement. Le cousin Léo a insulté mon père. Irrité, Rafale se manifesta. Dites la vérité. Halo frappa la table furieusement, ordonnant au second fils de se taire, le forçant à s'excuser, confirmant qu'il pouvait simplement appeler Léo pour vérifier l'histoire. Halo demanda au majordome si le traitement du petit-fils était terminé. Lorsque le majordome sortit, Halo révéla que ce n'était pas la seule question qu'il voulait poser. Sachant qu'Halo voulait savoir depuis combien de temps il avait éveillé son pouvoir, Caron révéla que cela faisait déjà 3 ans qu'il avait surpris son père et ses oncles. Halo demanda pourquoi il avait caché le fait de son éveil. Encore surpris, Caron expliqua qu'il avait seulement découvert que c'était un pouvoir magique. Après avoir lu un livre curieux, Halo demanda ce qui se passait ensuite. En riant, le garçon se gratta la tête. « Je voulais garder le secret. C'est plus amusant ainsi, non ?» D'autant plus que les chevaliers sur le territoire n'avaient aucune idée. Halo posa à nouveau la question, juste pour être sûr. Au moment suivant, un employé ouvrit la porte, annonçant l'entrée de Léo. Le garçon avait des bandages sur les joues et un foulard sur l'œil. Immédiatement, Ralo questionna si Léo avait insulté l'oncle. Avant que Léo puisse répondre, Caron baissa la tête, feignant la tristesse. « Je suis désolé, grand-père. Même si Léo a ri de mon père, le traitant d'homme vulgaire, obsédé par l'argent, en plus d'être incompétent et arrogant, sans droit à la succession. Malgré cela, je n'aurais pas dû attaquer mon cousin Léo. » Léo commença à trembler, affirmant ne pas avoir dit tout cela. Du mucus coulait du nez de Léo, qui fut extrêmement surpris de voir la mana déborder secrètement par Karen. Encore une fois, Raylo demanda au garçon si ce que Kéron disait était vrai. Léo finit par confirmer l'histoire. Soupirant, Raylo annonça qu'il allait reporter la punition des deux, puisque la cérémonie d'éveil aurait lieu le lendemain. Ainsi, ils furent congédiés pour se reposer au manoir. Plus tard, Ralo demanda au majordome ce qu'il pensait du fils de Pal. Le majordome n'était pas sûr, mais montra de l'intérêt pour le garçon. Ralo confirma la curiosité. Non seulement le garçon s'était éveillé, Ilkar, à 3 ans, mais il avait aussi caché cela à tous. Le plus amusant pour Ralo était la question du garçon sur le niveau des chevaliers dans le territoire de Pale, comme s'il soulignait la négligence de celui-ci vis-à-vis des terres de son fils. Le majordome pensa que le lord réfléchissait trop. Cependant, Hello était certain que le garçon était différent des autres. Terminant une boisson, il attendit d'en découvrir plus le lendemain. Se levant, il pensa au lendemain, curieux de savoir si Karen compléterait la cérémonie d'éveil, l'insécurité et ce qu'il obtiendrait. Ainsi, la curiosité de Halo était aussi grande que l'obscurité de la nuit. Au loin, dans la forêt qui entourait le royaume, quelque chose brillait comme la lumière de la lune. Dans un point de la forêt, il y avait un petit pilier où une pierre, avec un symbole, brillait mystérieusement dans la nuit. Le lendemain, quelque chose se passa dans la forêt. Un groupe de la famille Reston pénétrait dans la forêt. Caron accompagnait le grand-père, le père, les oncles, les cousins et les anciens. Bien qu'ils soient déjà à la retraite, Caron sentait encore qu'ils étaient habiles, du fait que ses oncles et cousins étaient là. Karen s'imaginait que quelque chose d'important se passerait bientôt. Le groupe arriva au pilier où la pierre brillait. Surpris, Karen reconnut cette pierre, la pierre du serment. Devant elle, Halo déclara qu'il commencerait la cérémonie d'éveil. Il expliqua qu'en passant par la fissure ouverte par la pierre du serment, il trouverait un monde de pierre. Il ajouta que le monde montré par la pierre du serment était différent pour chaque personne et que la cérémonie se terminerait lorsqu'ils utiliseraient l'arme obtenue là pour détruire ce monde. Écoutant l'histoire, Karen acquiesça simplement. Halo regarda Karen avec intérêt et, prenant un pendentif, l'approcha de la pierre. Le pendentif et la pierre résonnèrent l'un avec l'autre. À mesure qu'ils se rapprochaient, un pouvoir débordait, grimpant vers les cieux. Le pilier d'énergie éclaira la nuit ainsi que toute la forêt. Bailey se plaça devant son fils, le protégeant du pouvoir débordant. Un portail s'était ouvert et Halo regarda Karen. « As-tu peur ?» s'inquiéta-t-il, se demandant si son fils allait vraiment bien, caressant la main de son père. Karen le rassura, se souvenant des instructions de Halo. Il s'approcha du portail avec confiance. Ce sera facile, puisque détruire des choses a toujours été mon travail. Avant que le jeune homme n'entre dans le portail, cependant, Halo souffla. Surmonte ta peur. Confus par ce conseil, Karen traversa le portail. Le protagoniste réapparut dans un autre monde. Il regarda le feu devant lui, reconnaissant le palais en flammes où les corps de Nida. Nombreux chevaliers étaient éparpillés. Caron parcourut l'endroit jusqu'à ce qu'il lève les yeux. « Tu es un être des ténèbres !» Une voix émergea à ses oreilles. « Le sang qui coule dans tes veines ne peut être envahi par un être inférieur.
cœur, surmonte ta peur et monte au trône. Ce que tu désires est là. » Caron ouvrit les portes du palais, entrant. En faisant face à cet endroit nostalgique, il vit quelque chose sur le trône. Ayant protégé cet endroit avec ses compagnons, Aaron avait l'impression de marcher sur eux. La voix se fit entendre à nouveau. « Enfant béni par la mer glacée du Nord, bien que ton âme ait perdu son destin, tu es finalement arrivé ici. Au nom du clan bleu, je te souhaite la bienvenue. » En voyant l'épée sur le trône, l'épée qu'il reconnaissait de sa vie passée, remise par l'empereur, Caron fut surpris. C'était l'épée démoniaque de la ruine. La voix dans l'espace ordonna à Caron d'infuser sa mana dans l'épée. Le protagoniste refusa, car l'épée de la ruine dévorerait son âme. Cependant, la voix affirma que les pensées malveillantes de l'épée avaient déjà été éteintes par son grand-père. Ce n'était qu'une forme déformée. Elle ordonna une dernière fois « Éveille ton épée, jeune homme. Seulement toi peux l'éveiller. » Karen pensa avec son âme, avec l'esprit de quelqu'un qui pourrait vraiment toucher l'épée. Il avait peur de redevenir l'homme ancien qui avait fauché d'innombrables vies. Cependant, les paroles de Halo résonnèrent dans son esprit. Surmonte ta peur. Irrité par la gentillesse excessive de Halo, il découvrit le véritable but de la cérémonie d'éveil, faire en sorte que les héritiers de la famille surmontent leur peur. Caron toucha donc l'épée et la saisit fermement. Dans les yeux du garçon, l'énergie de l'épée apparut. Caron sentit la mer envelopper la clarté bleue, l'entourant. Devant lui se tenait l'épée de la ruine qui purifiait ses ombres. La voix du monde du serment ne savait pas pourquoi l'épée avait trouvé le jeune de Otzindoidia cette manière. L'épée était à l'origine l'épée du ancêtre Raël. L'épée que Halo a prise était aussi l'épée de l'ancêtre, mais contrairement à la sienne, la raison pour laquelle cette épée ne figurait pas dans les textes historiques était qu'elle possédait une nature différente de la famille. Tentant de dominer l'épée, Caron grimaçait férocement dans une lutte d'énergie. Les yeux fermés, il interrogea la voix du serment sur ce qui se passait. La voix lui ordonna de tenir bon, car la mana à l'intérieur de l'épée était en train d'être gravée dans son corps. Il sentit la mana dans son corps devenir intense, un effet incroyable procuré par l'épée. Dès que l'épée cessa, il put percevoir à quel point la mana bleue était incroyable. Curieux, il demanda le vrai nom de l'épée. La voix révéla que l'épée qui avait éliminé d'innombrables êtres des ténèbres et pris leur pouvoir était l'épée que tout le monde craignait. Son existence avait été effacée des mémoires. L'épée née des profondeurs de la mort, un endroit complètement sombre, s'appelait Girotina, l'épée de l'exécution. Apprenant le vrai nom de l'épée, Caron murmura pour lui-même. La voix commenta « Cette épée remplie d'obscurité s'accorde avec ton destin, garçon. » Curieux, Caron demanda à la voix qui elle était réellement. Faisant partie du clan bleu, Caron imagina qu'elle pourrait être le gardien de la famille, le dragon bleu. La voix, cependant, affirma qu'il n'avait pas encore le pouvoir d'entendre son vrai nom, mais que quand il l'aurait, il pourrait le trouver dans la mer du Nord. Curieux, Caron demanda comment il quitterait ce monde. La voix répondit en questionnant « Ne devrais-tu pas déjà le savoir ?» Caron fut surpris, puisque la réponse était si directe. Levant l'épée, il avançait vers l'avant dans la forêt. Tout le monde attendait Karen. Halo demanda à Paolo de ne pas s'inquiéter autant. Il savait qu'il était difficile pour l'homme de voir son fils emprunter un chemin qu'il n'avait pas lui-même emprunté. Mais il prévint Pali que c'était encore une autre raison pour laquelle il devait se ressaisir. Soudain, la pierre du serment commença à trembler. Tous furent de surpris et Léo cria « La pierre du serment est en train de se briser !» Halo fut surpris d'entendre son petit-fils. La pierre s'était fendue et une énergie oppressante fut libérée. Halo ne savait même pas ce qui se passait. Tenant l'épée, Caron réapparut dans la forêt après avoir traversé le portail. « Je suis vraiment revenu. » Avec un air penaud, il demanda où la pierre du serment était restée. Avec des expressions variées, tous le fixèrent avec surprise. Karen demanda si la pierre du serment s'était brisée. Peli mit ses mains sur sa tête, inquiet, demandant ce que son fils avait fait. Caron se grattait la tête, ne sachant pas quoi dire à son grand-père. Halo trembla de surprise en regardant son petit-fils. Il fixait l'épée que Caron tenait. Il reconnut la Girotina, l'épée de l'ancêtre Raël, l'épée dont l'histoire avait été effacée, transmise seulement oralement au chef et ancien de la famille. Halo ne comprenait pas pourquoi l'épée était apparue à ce moment-là et se demanda si le temps de l'alliance approchait. Inquiet, il demanda si son petit-fils n'avait pas peur de l'épée. Le garçon qui la tenait hocha simplement la tête avec tranquillité. Halo comprit ce qui s'était passé et se souvint que, il y a longtemps, les ancêtres qui n'avaient pas réussi à honorer l'alliance avec le dragon bleu pour anéantir les êtres des ténèbres avaient laissé derrière eux la pierre du serment comme preuve de l'alliance, en attendant celui qui un jour la restaurerait. La pierre du serment s'était brisée et l'épée réapparut. On dit à Halo que Caron était celui qui succéderait à cette alliance. Halo Reston leva soudainement la main. « Je déclare que Caron, fils de Pali, est un membre légitime de la forteresse
forteresse de la mer Bleue, un descendant direct choisi par la Gérotina et possède le droit d'hériter du style de la mer spirituelle, Rafale s'irrita en entendant que le garçon hériterait d'un tel style. Thalès regardait le garçon et son père tout en pensant à l'épée qu'il avait reçue, croyant connaître toutes les épées de la famille. Thalès n'avait jamais entendu parler de celle-là et rien qu'en la regardant, il ressentait des frissons dans le dos. Bien que le fils de Pale emprunte maintenant un chemin que son père n'avait jamais parcouru, Thalès jura qu'il ne laisserait jamais la question de la succession être influencée par cette variable, affirmant que la cérémonie de réveil était terminée. Allo ordonna à tous de retourner avant qu'ils ne partent. Néanmoins, Rafale courut vers le frère, demandant s'il allait juste rester là à regarder. Thalès, cependant, affirma qu'il discuterait en privé. Rafale savait que quelqu'un influencé par la cupidité, en plus de ses propres capacités, devait sentir la crise. Curieux, il demanda si le frère connaissait cette épée. Secouant la tête, Thalès nia avec irritation. Rafale libéra sa mana. Je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé avec le fils de Bailey parmi toutes les personnes. Thalès, malgré tout, affirma que ce qui comptait maintenant, c'était qu'il n'était pas temps de se battre entre eux. Quelques jours plus tard, un groupe se dirigea vers la gare. Caron, cependant, resterait en arrière, ce qui inquiétait le père et fit demander au majordome « Y a-t-il un endroit plus sûr que la forteresse Pali ?» Cependant, il craignait davantage les menaces internes. Malgré cela, il croyait qu'avec Allo dans la forteresse, les frères n'agiraient-on pas contre le fils. En raclant sa gorge, le majordome s'adressa à Pali. Il révéla que celle qui conduirait les cours de Caron serait la tante Sabina. Pali fut surpris d'entendre le nom de la tante, croyant que les cours seraient pourris plus faciles avec elle. Caron connaissait bien cette femme, Sabina Reston, sœur de Allo, et connue pour être une maîtresse pas moins habile que lui, surnommée la Louve Blanche. Pali informa son fils que la tante l'avait toujours écouté avec bienveillance. C'est pourquoi il demanda au jeune homme de ne pas la manquer de respect. Enfin, le majordome révéla que le chef de la famille avait laissé un message pour Pali. Allo avait dit qu'il préparerait une résidence pour qu'il puisse visiter la forteresse quand il le voudrait. Pali se sentit touché par ce simple geste. Avant de partir, il remercia le majordome. Heinrich s'agenouilla, demandant à son fils de faire attention et de le contacter s'il avait besoin d'aide. Un certain temps plus tard, le train partit, laissant les murailles derrière lui. Caron suivit le majordome et les chevaliers, gravissant les grands escaliers. Le majordome les conduisait pour rencontrer Lady Sabina. Caron ne voulait pas non plus faire attendre sa grande tante. Avant qu'il ne parte, le majordome demanda s'il pouvait donner un conseil. Caron l'écouta avec gratitude. Le majordome révéla que Lady Sabina détestait être appelée grand-mère. Il fallait donc aussi éviter le terme de grande-tante. Se demandant quel était le problème d'être appelée ainsi, Caron acquiesça simplement au conseil. Bientôt, ils passèrent par une petite muraille. Un jardin dans la forêt couvrait les environs, et une grande maison en bois se tenait au centre. Le majordome révéla que seuls les descendants directs de la famille pouvaient entrer dans la cabane de culture de la forêt de la mer Bleue, avertissant que Lady Sabina était à l'intérieur de la cabane. Il demanda à Caron de continuer seul. Enfin, Heinrich révéla que le cousin de Caron, le jeune lord Léo, était également là, car son père avait requis personnellement l'attention de Lady Sabina. Le protagoniste lécha ses lèvres avec malice, pensant à s'amuser. Après avoir dit au revoir au majordome et aux gardes, il courut en direction de la cabane. Heinrich l'observait, ajustant ses lunettes. Le majordome se murmura à lui-même qu'il verrait enfin de la vie en ce lieu après tant de temps. En atteignant la grande porte en bois, Caron put voir la mana bleue débordant de l'intérieur par les fissures. Il s'arrêta devant la porte jusqu'à ce qu'il entendit un cri. « Pourquoi es-tu là dehors? Tu ne vas pas entrer ?» Le protagoniste ouvrit la porte avec précaution, se présentant Caron Reston, fils de Pale. Il la salua respectueusement. Caron fut surpris par ce qu'il vit. La femme assise là était confuse. « Qu'est-ce que c'est? Es-tu surpris de me voir si jeune par rapport à ce que tu imaginais ?» Caron Reston, fils de Pale, la grande tante qui ressemblait plus à une belle-sœur aînée, commenta tranquillement. « Il est difficile de croire que tu es le fils du chouchou pâle. Le temps passe vraiment vite. » Ne croyant pas que Sabina avait reconstruit son propre corps avec un pouvoir magique, Caron laissa échapper. « Non, c'est ridicule. Ça ne peut pas être vrai. » Il ne pouvait pas y croire, car cela ne pouvait être fait que par ceux qui atteignaient le royaume des chevaliers de 8 étoiles. Dès que Caron entra dans la cabane, Sabina lui ordonna de s'asseoir en tailleur. Elle lui demanda de s'asseoir à côté de Léo, qui fut surpris de voir Caron. En s'asseyant à côté de Léo, le protagoniste plaisanta. « On dirait que nous nous rencontrons souvent, n'est-ce pas? On devrait bien s'entendre. » Ayant entendu le garçon avant qu'il n'entre dans la cabane, Lady Sabina commenta qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre le titre de Louve Blanche de la bouche de quelqu'un d'aussi jeune que lui. En Disotsuis, entendant le garçon affirmer qu'il avait lu cela dans un livre, Sabina s'intéressa à lui. Comme son frère, intrigué, Caron demanda ce que leur grand-père avait dit à son sujet. Sabina révéla que le frère avait mentionné qu'elle l'aimerait, ce qui se confirma à sa vue. Léo avait demandé qu'elle l'aide, car un jour il naviguerait et gouvernerait la vaste mer. La demande qu'elle devienne un phare pour le garçon était encore dans son esprit,
Ayant vu Karen pendant seulement quelques minutes, elle pouvait percevoir le potentiel qu'il possédait, profondément vaste comme la mer ouverte. Bien qu'il soit actuellement brut et indompté, le potentiel était grand comme un tsunami. Sabina n'aurait jamais imaginé rencontrer un garçon aussi intéressant à son âge actuel, mais s'occuper de son neveu serait amusant. En commençant le cours, Sabina affirma que la position assise, jambes croisées, était la plus importante pour la fondation de 17 l'entraînement de mana, mais qu'il pouvait s'entraîner sans cette position. Après avoir passé l'étape introductive, se tenant devant eux, elle révéla l'intense mana dans son corps comme une démonstration. La mana surgit comme un ouragan, faisant trembler les cheveux des garçons. Caron fixa la mana bleue de Sabina, qui affirma que la technique de domination de la mer n'était rien d'autre qu'une méthode pour la gouverner. En utilisant la mana bleue, vous serez capable de créer et d'opérer des Evoadi, océans, avec votre propre corps. Elle enseigna qu'ils pourraient créer et opérer de plus en plus d'océans, et quand ils arriveraient au 8e, ils seraient à la 8e étoile. Au-dessus d'elle se trouvait le stade où les 8 océans fusionnaient en un seul, le stade de la 9e étoile. Sabina révéla qu'il n'y avait que 3 personnes à ce niveau sur le continent, dont une seule dans l'Empire. Karen fut surpris d'apprendre que c'était le grand-père Halo. En entendant le garçon, Sabina confirma l'information d'un regard déterminé. Elle jura qu'elle dépasserait Halo dans cette vie. Lady Sabina réussit à voir le fort désir qu'il possédait et sourit mystérieusement, car les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Dans la cabane, Sabina leur demanda de faire circuler la mana par les passages ouverts par le rituel de réveil. Tandis que les 2 garçons faisaient circuler la mana dans leur corps, elle leur rappela qu'ils ne devaient pas essayer de contrôler le pouvoir de la mer, mais l'accepter les yeux fermés. Caron ressentait les vagues de la mer à l'intérieur de son corps et tenta de concentrer ce pouvoir dans son cœur. Sabina, qui les observait, était surprise. Elle n'arrivait pas à croire que la mana que Caron possédait était celle de quelqu'un qui venait de terminer le rituel de réveil. Léo, qui avait appris la technique de domination de la mer 2 ans auparavant, n'était qu'au niveau de la 2e étoile, mais en revanche, Caron sculptait ses propres éditants. Passage de mana sans même être enseigné. Caron fronçait légèrement les sourcils, ressentant la douleur d'avoir son corps brisé. Sabina vit le garçon arrêter soudainement l'entraînement. Il pouvait contrôler son propre rythme d'entraînement, ce qui était également surprenant. Tout à coup, Sabina remarqua quelque chose. Léo était tombé au sol. Sabina courut pour relever son neveu, se rappelant qu'il ne devait pas se forcer à utiliser la mana plus que ce qu'il pouvait. Sabina s'en voulut de se concentrer trop sur Caron et d'oublier son environnement, d'oublier qu'ils n'étaient encore que des enfants. « Je veux », se moquait-elle en murmurant « cousin pathétique ». Sabina ne pouvait s'empêcher de comparer les 2 garçons, l'un qui s'était forcé et s'était blessé, et l'autre qui avait compris ses limites. La retenue de Karen à comprendre ses limites fit se demander à Sabina s'il était vraiment. Il avait besoin d'un phare. En pensant à quelque chose, Sabina appela Caron et affirma « Je garantirai ta sécurité pendant 3 ans. Concentre-toi sur le renforcement de ta force pour te protéger. » Surpris par ce conseil, Caron hocha la tête. Dans un champ d'entraînement, plusieurs apprentis combattaient avec des épées. Devant eux, quelqu'un commandait « Ne soyez pas négligents, balancez comme si c'était une vraie bataille. » Le commandant aperçut alors quelqu'un, Léo marchait aux côtés de Caron, lui demandant s'il allait utiliser l'épée qu'il avait obtenue pour s'entraîner. Irrité, Caron interrogea Léo sur son mécontentement à l'égard de l'épée qu'il avait reçue de son grand-père. Avant qu'ils ne continuèrent leur discussion, le commandant s'approcha, accueillant les 2. Sir Zebras Winterguard, commandant des Chevaliers Loups du Nord, se présenta, affirmant qu'il serait en charge de l'entraînement de Caron et que c'était un plaisir de le rencontrer. Caron pouvait dire rien qu'en le regardant que Zebra était un maître à 8 étoiles. Bien qu'il ait semblé rude, Zebra affirma qu'il ne traiterait pas le jeune homme de petit-fils du duc, pas avant qu'il ne soit reconnu par les Chevaliers Loups à Bleu. Caron ne s'en souciait pas, disant que c'était ainsi plus confortable, écoutant le garçon faire preuve d'humilité, sachant que c'était une tradition de la famille Reston d'obtenir le respect par les compétents. Zebras trouva cette réaction intéressante, car la plupart montreraient ouvertement leur mécontentement. Zebra finit par regarder Léo, l'un de ces individus mesquins, juste en train d'observer Caron. Zebras se demanda si le futur successeur était finalement apparu, en se sentant comme si une personne de plus croyait en lui comme futur chef de famille. Caron sourit malicieusement. Irrité, son sourire effraya à la fois Zebra et Léo, qui avaient déjà goûté à sa colère. Tremblant, Zebra se corrigea intérieurement. Est-ce que quelqu'un de pire est apparu, un plus roué que Léo? 3 ans passèrent rapidement. Dans la salle du seigneur Halo, lui et sa sœur prenaient d'un verre. Bien qu'il aurait préféré que Sabina ne boive pas de son liqueur, Sabina ne voulait pas entendre une chose si ingrate, après avoir passé 3 ans de sa vie à enseigner le petit-fils de Halo. En buvant du liqueur, Halo pensa à ses 3 années. Changeant de sujet, il demanda quelle impression Sabina avait du garçon. Elle ne pouvait le
définir que par une chose, un monstre. Halo commenta qu'elle devait avoir du courage pour traiter son petit-fils de monstre. Cependant, pour Sabina, même l'appeler génie était une insulte. Halo se tourna vers Zebra, l'instructeur, lui demandant s'il pensait la même chose. Surpris, Zebra affirma qu'il partageait l'opinion de Lady Sabina sur chaque aspect, les compétences physiques, le talent inné, son attitude envers l'entraînement, ainsi que son courage. En plus de tout cela, je sens qu'il est supérieur, même comparé au premier fils et héritier qu'on dit être un génie. Surpris, Halo demanda si Zebras le comparait à Hugo, le premier fils de la famille Thalès, quelqu'un prétendu être le meilleur de l'Empire. Zebras confirma ses pensées. À côté, Sabina plaisanta. Ce sera un problème pour la famille de ne pas gérer la situation. Correctement, n'est-ce pas, frère? Hilo ne comprenait pas de quoi elle parlait, mais elle lui expliqua. Pense à l'influence que Caron aura sur la ligne de succession, ce que Caron représentera pour ses enfants. Hilo se demanda si Sabina insinuait que ses enfants seraient une menace pour son propre neveu. En voyant son frère servir une autre boisson, Sabina l'interrogea sur ce qui se passerait si le talent de Karen venait à être connu dans tout l'Empire. Sa vision, cela influencerait la décision de qui devrait être le successeur. Face aux paroles de sa sœur, Hilo se sentit inquiet. Changeant de sujet, Sabina demanda « Maintenant que la pierre du serment est brisée, est-ce la fin de notre famille? Le nombre de bêtes magiques traversant la mer du Nord a augmenté. » Halo lui ordonna immédiatement de ne pas dire de telles absurdités et lui rappela que celui qui briserait la pierre en créerait une nouvelle. C'était le message qui se transmettait de génération en génération. Depuis la création de la première pierre du serment, il y a des siècles. Cependant, Sabina entendait cela pour la première fois. La prophétie transmise uniquement entre les chefs de la famille. Face à l'ère imminente qui approchait, Sabina commenta « Il semble que les épaules du nouveau petit jeune homme deviendront plus lourdes, n'est-ce pas ?» Elle demanda quand Hilo parlerait du sujet à Karen. Le seigneur attendait le moment propice. Dans une autre résidence, une lettre était arrivée pour Pale. « Papa, ça va? Je tiens à m'excuser de ne pas t'avoir rendu visite pendant que je suis en formation. Le temps devient froid, s'il te plaît. Mets des vêtements chauds. Récemment, j'ai maîtrisé la 4e posture du style High et la 4e forme de l'escrime High et Rang, comme tu m'as instruit. J'ai fait de mon mieux pour bien m'entendre avec les autres. Je prends particulièrement soin de mon cousin Léo. Enfin, Karen a demandé une faveur dans la lettre. Mon argent de poche est épuisé. Pourrais-tu m'envoyer un peu plus d'argent? Sourire aux lèvres, un peu gêné, il termina de lire la lettre de son fils. En rangeant la lettre, il commenta avec Heinrich à quel point il avait été anxieux de laisser son fils à la forteresse Marbleu 3 ans auparavant. Il était surpris de voir à quel point Caron s'était bien adapté. Heinrich ne manqua pas de faire remarquer à quel point la forteresse avait cessé d'être calme grâce aux jeunes. Soupirant, Pyle se souvint combien il avait dit à son fils qu'il n'était pas bon de se faire remarquer. Cependant, pour le majordome, un bijou brillerait toujours. Changeant de sujet, Heinrich révéla que la situation pourrait changer à partir de ce moment-là. Des informations sur Caron pourraient qu'elle ait commencé à fuiter. Inquiet, Pay demanda si Caron serait bientôt assigné à une mission. Heinrich confirmera, révélant qu'il accompagnerait les loups bleus. Il était préoccupé par une chose, le fait que les frères n'aimaient non pas voir l'influence de d'Odysseus Karen grandir à la forteresse. À ce sujet, le majordome ne pouvait dire qu'une chose. Lady Sabina aime beaucoup le seigneur Karen, ce qui lui semblait normal, puisqu'il était son neveu. Il se rappela comment Caron avait parlé dans ses lettres des 3 dernières années de sa tante. Mais maintenant, en entendant Heinrich, il se sentait plus en sécurité. Satisfait, il avait l'impression que l'argent de poche qu'il envoyait chaque mois était bien dépensé, sachant à quel point le pelage pouvait même faire des blagues. Heinrich était également calme, mais une nouvelle préoccupation surgit pour Pally en se souvenant que Sabina quitterait aussi la forteresse. Cependant, Heinrich le rassura. Lord Caron avait noué un lien fort avec les chevaliers de la Vague Bleue à la forteresse Mer Bleue. C'est un titre sans importance, mais il en était arrivé au point où les chevaliers avaient personnellement donné aux jeunes un surnom, souriant de façon maladroite. Pally commenta qu'il avait déjà entendu parler de ce surnom. Jeune chien fou de la forteresse Mer Bleue. Dans une région éloignée, des constructions s'élevaient jusqu'à la fin de l'après-midi. Près de cet endroit, un homme se battait avec une épée en bois. Au cours de l'affrontement, Caron finit par briser sa propre épée en bois à cause de l'effort répétitif. L'homme recula lourdement, assumant sa défaite, mais Caron le contredisait. « Comment peux-tu simplement tordre le chemin de ton épée et encaisser le coup? Hans, tu ne te souviens pas que l'épée, Irang est inutile lorsqu'on l'oppresse? Tu dois faire face à la force avec une force. Un adulte comme toi ne peut pas être si faible. » Hans ne cessait d'être impressionné, puisque Caron était le seul à pouvoir critiquer sa force, même s'il était blessé. Pour Caron,
Hans avait des muscles en forme de ballon. Le jeune était honnête en disant que Hans était faible. Laissant le sujet de côté, Hans admit se sentir accablé à l'idée de l'affronter sans utiliser de magie. L'année précédente, la situation était bien différente. Face à tout cela, Hans révéla que Caron pourrait être désigné pour une mission bientôt. Hans avait entendu dire que Sieur Zeras déciderait des missions cette fois-ci au lieu du chef de la famille à la capitale. Bien que Hans s'inquiéta d'envoyer le jeune dans les régions où les bêtes apparaissaient de plus en plus fréquemment, Caron cria avec enthousiasme à Léo « Frère, tu as entendu ça? Nous allons être envoyés en mission. » Léo, cependant, ne voulait pas partir en même mission que Caron. Contrarié, il perdit finalement son concentration et fut réprimandé par son entraîneur. Revenant à l'essentiel, Léo essaya de se dire que, lorsqu'il terminerait la mission, ses parents l'évalueraient. Chez Pally, il révéla la raison pour laquelle il avait appelé Heinrich, la lettre envoyée par Caron. Il tenait un petit sac en tissu, demandant si le majordome souhaitait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Pendant que Heinrich prenait le sac, Pally révéla son origine. Les inspecteurs du fief l'avaient découvert dans la charrette d'un marchand venant de la baronnie de Bellos. Dès qu'il ouvrit le sac, le gant du majordome devint bleu turquoise au contact de la poudre qui s'y trouvait. Pally confirma la surprise d'Heinrich. Il y avait des narcotiques là-dedans. Il serait nécessaire d'enquêter sur la baronnie de Bellos. Saisissant l'odeur de la substance, Heinrich acquiesça. Plus tard, ce soir-là, le train arriva à la capitale de la forteresse bleue. Un homme mystérieux descendit du train, observant la forteresse au loin. La pleine lune illuminait le ciel bleu de la forteresse, entouré par la forêt. Les gardes surveillaient constamment la forteresse. Un jeune homme, avec une bouteille à la main, se cachait de ses gardes. Il reconnaissait l'effort pour obtenir ce whisky. C'est toujours une émotion de manipuler la collection des Eras. Même après avoir été réincarné, Caron ne pouvait pas oublier le goût du liqueur. Soudain, il aperçut un visage qu'il n'avait jamais vu auparavant, accompagnant un homme à la forteresse. Il affichait une inquiétude. Le duc Reston était vraiment absent. C'était une affaire urgente, mais l'employé qui l'accompagnait confirma que le duc était parti pour la capitale. L'employé fut surpris de voir Caron, qui demanda ce qui menait l'homme si tard à la forteresse. Caron découvrit que celui-ci était le baron Rohan de la maison Bellos, qui avait des affaires urgentes. Rohan fixa Caron, se demandant s'il était le fils du troisième prince qui avait été écarté de la ligne de succession, se rappelant le nom du jeune homme et qu'il avait éveillé une magie différente de celle de son père. Rohan Bello se présenta et Caron affirma qu'il écouterait Rohan, ce qui surprit l'employé qui pensait qu'il valait mieux l'envoyer au commandant des chevaliers qui s'occupait de la forteresse. Ce qui inquiétait le plus Rohan dans cette situation, c'était que le jeune homme portait une bouteille de liqueur, se rappelant combien un baron enverrait normalement un procureur, mais était allé à la forteresse en personne. Caron imaginait que le sujet était vraiment urgent. C'est pourquoi il serait plus approprié qu'un noble le reçoive. Comprenant le raisonnement de Caron, l'employé s'inclina légèrement, confirmant qu'il informerait les Eras séparément. En analysant la situation, Rohan parvenait à voir que le garçon n'était pas seulement un fauteur de troubles, son jugement politique était impressionnant, même s'il était si jeune, bien qu'il portât une bouteille de liqueur. Alors qu'il se demandait encore si, dans la famille Reston, il était permis de boire si jeune, Rohan suivit Caron. Les deux se réunirent dans une maison-bureau, où Caron entendit l'histoire. Donc, pour résumer, le problème est qu'un groupe de bandits s'est établi dans les montagnes orientales de la baronnie, n'est-ce pas? Depuis leur apparition, des stupéfiants ont commencé à circuler et des plébéiens ont disparu pour être vendus. Rohan confirma l'histoire. Comme les terres de la baronnie étaient pauvres et sans véritable spécialiste, ils n'avaient pas réussi à former une armée appropriée l'année dernière pour répondre à la menace des bandits. Incapable de gérer la situation, Rohan révéla que son propre père avait mené un petit groupe de soldats pour attaquer les bandits, mais au lieu de réussir, ils avaient subi de grandes pertes et même son père avait été blessé au cours de la bataille, restant alité depuis. Il se reprochait d'être incompétent. Soudain, Caron posa la bouteille de liqueur sur la table et, d'une voix profonde, il rugit. Des bandits comme ça méritent d'être balayés du royaume. Calmement, Caron affirma qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Même avec une puissance militaire faible, les édits bandits ne devraient pas être en mesure de faire face à une armée ordinaire. Même sans information confirmée, Rohan révéla qu'il soupçonnait qu'ils étaient des déserteurs du royaume du Sud, qui étaient en guerre. Le protagoniste analysa la situation. Sans espace au nord, il serait normal qu'une armée fuyante crée des problèmes d'ordre public ou qu'elle apparaisse. Pour Caron, la théorie selon laquelle les bandits étaient des déserteurs. C'était la plus plausible. Changeant de sujet, Karen tenait la bouteille de liqueur. Le temps n'était pas très bon. Elle aurait aimé un verre. En remplissant le verre, Sharon révéla que, bien que Rohan ne le sache pas, le baronat se situait près du territoire où vivait son père. C'était une situation qu'il ne pouvait ignorer. En entendant le jeune homme affirmer qu'il souhaitait aider personnellement, Rohan le remercia, acceptant la liqueur. Dès qu'il en prit une gorgée, le garçon avertit. Cette liqueur provient de la collection de Sœur Zeras. Alors, garde le secret. Rohan sursauta quand Zeras lui-même apparut à la porte. Nous étions d'accord
d'accord que tu cesserais de toucher à mes liqueurs ?» Oran se leva rapidement, s'excusant. Cependant, Zéras ne lui en tint pas rigueur, car il ne pouvait pas savoir l'origine de la liqueur. Changeant de sujet, Zéras commenta le problème des bandits. Oran confirma le problème, affirmant que c'était la raison de leur visite à la forteresse pour demander des renforts. Tout en réfléchissant à la façon d'aider, Zéras se rappela de Caron, en train de boire, et prit le verre de sa main. Il s'excusa également auprès du baron pour avoir montré une telle discourtoisie. Zéras rassura le baron, affirmant que la forteresse ne tournerait pas le dos à un vieux compagnon en difficulté. Cela soulagea Rohan. Ainsi, Zéras annonça qu'il organiserait bientôt des troupes pour les envoyer au baronat. Au moment où Zéras annonça ce qu'ils allaient faire, Karen demanda « Sœur Zéras, laissez-moi y aller ». Zéras ne voulait pas prendre de risques, cependant, la conversation entre les deux surprit Rohan, car le jeune homme semblait n'avoir pas plus de 13 ans. Zéras reconnaissait qu'il avait atteint le royaume de la 3e étoile en 3 ans, mais lui rappela qu'une bataille réelle était un monde complètement différent. Avec un regard de regret, Kéran avertit que la surprotection n'était pas bonne. Néanmoins, Zéras ne voulait pas l'envoyer. Courir le risque de se battre contre des ennemis dont la taille, la force et la base étaient inconnus. Alors qu'il pensait ainsi, Kéran demanda « Et si je te faisais une offre que tu ne pourrais pas refuser ?» Tant Zéras que Rohan étaient en curieux. Le lendemain, Léo ne comprenait pas pourquoi il avait été appelé. Caron essayait de le remonter le moral, étant donné que c'était leur première mission. Zéras avait l'impression d'avoir été dupé. Il ne comprenait pas comment Karen avait pu mettre Lady Sabina dans cette situation. Voyant la dame qu'il aimait avec ses gentils neveux, Zéras pensa que cela pourrait être une bonne occasion d'avoir une gardienne fiable les accompagnant. En voyant que Lady Sabina avait accepté que Léo parte en mission, Zéras croyait qu'elle était également satisfaite des résultats de son entraînement, malgré le fait que seule Lady Sabina, l'impératrice blanche, serait en charge de la situation. Rohan se demanda si cela serait bien qu'elle parte avec seulement les 2 garçons. Il avait peur de devoir en être responsable si quelque chose arrivait au petit-fils du duc Halo. Voyant la peur du baron, Zéras le rassura. Il affirma qu'avec Lady Sabina aux côtés des garçons, rien ne leur arriverait. En entendant Zéras, Sabina le corrigea. À moins que les garçons ne courent un grave danger pour leur vie, je ne prévois pas d'intervenir. Combien Léo a lui-même été effrayé en entendant la loi de Sabina, même s'il savait que Sabina faisait confiance aux garçons. Zéras pensait que son jugement était trop sévère. Sabina, cependant, révéla qu'il y avait une raison pour laquelle elle ne voulait pas intervenir. Soupirant, Zéras acquiesça, comprenant son souhait. Avec le temps, pour qu'il parte, Zéras ordonna qu'il monte dans le train. Léo grinçait des dents, un certain peur en voyant l'anxiété du garçon. Sabina le rassura. Ressentir de l'anxiété est normal, mais pense-y comme une chance de prouver que le travail acharné des 3 dernières années en valait la peine. Une chance d'être reconnu comme un membre des Loups Bleus. Le jeune homme fut surpris par l'instruction de Sabina, mais acquiesça rapidement, se moquant. Caron demanda « As-tu toujours besoin de quelqu'un pour t'encourager ?» En montant dans le train, Caron guida son cousin pour trouver leur place. En dessous, Léo ressentait la pression. Le moment où il devait faire ses preuves approchait. La gare annonça le train magique partant de la forteresse Mer Bleue en direction du baronat Bellos. Il partait bientôt. Le train quitta la forteresse en direction de l'épreuve que les jeunes allaient affronter pour la première fois. Avançant à travers la forêt, le train atteignit une zone enneigée près des montagnes. Ils découvrirent qu'ils devaient traiter la présence de Sabina comme confidentielle, car dès que les bandits sauraient qu'elle était là, ils pourraient se fuir. Elle demanda à Rohan s'il souhaitait que cela arrive. Le requin déclina rapidement. Rohan regardait Karen, à ses côtés, qui dormait, et se demandait s'il était prudent de faire confiance à 2 enfants. L'un d'eux ne savait même pas ce que cela signifiait, tandis que l'autre s'inquiétait pour eux deux. Léo avait un regard préoccupé et triste. À la maison, Léo avait été réprimandé pour s'entendre bien avec Karen. Sa mère lui rappelait ce qui s'était passé il y a 3 ans. Sa mère lui rappelait que Caron n'était pas un ami, mais un rival, quelqu'un qui l'avait fait tomber en disgrâce et qui avait fait perdre la réputation de son père. Voyant le garçon silencieux, elle lui demanda de dire quelque chose, surprenant sa mère. Léo répondit d'une manière qu'elle n'attendait pas. « Maman, je suis désolé, mais Caron et moi ne sommes pas rivaux. » Il lui rappela que même Hugo, considéré comme un génie, n'avait pas atteint le royaume des 3 étoiles avant d'avoir 14 ans, tandis que Caron avait atteint la 4e étoile à 13 ans. Léo se comparait à lui, ayant atteint la 3e étoile à 15 ans, et voyait la différence entre eux. Bien qu'il considère Caron comme un objectif, Léo ne pouvait pas se qualifier de rival pour lui. Irritée, la mère de Léo se moqua de son propre fils pour son complexe d'infériorité. Mais il nia avoir quoi que ce soit. La simple existence de Karen est la force motrice qui me pousse à travailler de plus en plus par moi-même. La mère de Léo soupira. Pour elle, le fils regardait les arbres, mais ne voyait pas la forêt qui les entourait. Soudain, Léo s'éveilla en entendant Sabina l'appeler. Elle lui demanda s'il était si difficile de se débarrasser de l'anxiété. Léo ne nia finalement pas. Sabina comprenait que c'était sa première mission, mais lui demandait de se contrôler un peu plus.
Elle pointa Caron, rappelant à Léo que son cousin était quelqu'un qui le vendrait même pour se sauver. Alors qu'il réfléchissait trop, Sabina affirma qu'il n'aurait pas à douter de lui-même. « Je sais mieux que quiconque que tu as travaillé dur ces 3 dernières années, d'ailleurs c'est moi qui t'ai entraîné. N'est-ce pas ?» Léo finit par se remettre, même un peu. « Oui, maîtresse. » À cette heure-ci, le train était à 20 minutes du territoire du baron Bellos. Se levant, Sabina déclara que pour la mission, ils iraient à des adresses différentes. Curieux, Rohan demanda où allait l'impératrice blanche. En ouvrant la fenêtre, elle affirma qu'elle ne pouvait pas se montrer dans le baronat pour que le sujet ne se répande pas. Voyant l'impératrice vouloir sauter du train en mouvement, Rohan fut choqué. Avant de sauter, Sabina lui ordonna de l'appeler Lady Savina. À partir de ce moment-là, se souvenant que ses neveux seraient avec lui, Sabina ordonna à Rohan de ne pas trop s'inquiéter. Rohan et Léo furent choqués lorsque Sabina sauta réellement du train. Ils coururent vers la fenêtre pendant que Caron riait aux éclats, grinçant des dents de désespoir. Rohan se demandait pourquoi toutes les personnes de la maison Reston semblèrent folles. À la résidence des Bellos, un homme toussait lourdement. Il montra aux jeunes de la famille Reston que son corps n'était pas en très bonne forme, c'est pourquoi il s'excusa de ne pas les saluer correctement. Demandant à ne pas s'inquiéter, Caron demanda au Lord Bellos comment allaient ses blessures, ayant dépassé le point de danger. L'homme remercia de l'inquiétude. Se rappelant du passé, le baron Bellos révéla avoir rencontré Caron et Pyle il y a 10 ans. Il complimenta le garçon pour avoir grandi, commentant que Pyle devait être fier. Entendant le compliment, Caron se sentit mal à l'aise de ne pas savoir comment répondre. Le baron demanda comment il pouvait l'appeler, puisqu'il était mal à l'aise. Caron lui demanda de l'appeler comme il le trouvait le plus facile. Sachant que c'était la première mission du jeune, le baron demanda s'il était déjà à la 4e étoile du style Zerae, étant si jeune. Caron confirma, révélant que le cousin était à la 3e étoile. Allez, entendant les détails sur Léo, le baron loua. La famille principale doit avoir une très haute opinion de vous pour vous envoyer ici. Léo fut surpris par les paroles du baron, qui révéla hésiter à demander au garçon de faire face à une tâche si difficile. Caron répondit au baron, « Nous comprenons votre inquiétude, mais si nous échouons, ne serait-ce pas une honte d'honneur pour les loups bleus? Nous ne comptons pas échouer. » Cela dit, Caron demanda si Léo ne pensait pas la même chose. Surpris, Léo acquiesça rapidement. Le baron tout sauta en remerciant les jeunes et s'inquiétait pour son fils. Voyant que le baron avait besoin de se reposer, Caron affirma qu'il devrait y aller maintenant, confiant la mission aux jeunes. Le vieux baron prévenait qu'un guide avait déjà été préparé pour les mener tandis qu'ils allaient dans la forêt Nevada. Léo essayait de parler avec Caron. Caron pensa qu'il était déjà fatigué, mais Léo avait une question sérieuse. Pouvons-nous vraiment faire confiance à ce guide herbaliste, bien que l'herbaliste soit un guide local habile désigné par le baron? Il n'avait aucune garantie qu'il ne soit pas avec les bandits. Et Caron fut surpris de le voir finalement utiliser son cerveau. Caron acquiesça à la supposition de Léo, affirmant que le guide devait aussi faire partie du groupe de bandits. Léo demanda comment il pouvait le savoir. Le protagoniste révéla que c'était à cause de la conversation qu'il avait eue avec le jeune baron lorsqu'ils arrivèrent à la station et qu'il avait été seul avec Rohan. Caron demanda comment il prévoyait de trouver la cachette des bandits. Le Han déclara qu'ils utiliseraient un traître à l'intérieur du royaume. Caron fit semblant de trouver cela une excellente idée, écoutant l'essence de l'histoire. Léo interrogea son cousin sur la raison pour laquelle il ne lui avait pas révélé cela plus tôt. Caron rappela comment Léo avait été inquiet et nerveux toute la journée, sans temps pour discuter de quoi que ce soit. Léo n'arrivait pas à comprendre comment le baron avait eu le courage de les laisser avec un traître. Le simple fait que le traître n'ait pas été puni montrait déjà la situation. Caron commenta à son cousin que cela montrait le désespoir du baron. Ils étaient désormais traités comme des appâts, des fils de nobles marchant dans les environs d'un baron. C'était une configuration de piège parfaite. Alors qu'ils avançaient vers les profondeurs de la forêt gelée, Caron commenta. On dirait qu'ils sont prêts à nous cerner en un instant. Plusieurs bandits surgirent devant le guide. Le chef des bandits remit une bourse d'argent au guide. Bon travail, Sven. Comme ils sont nobles, j'ajouterai un peu plus. Un bandit chauve dans le groupe pointa les garçons du doigt, commentant qu'ils ne semblaient pas vouloir les suivre pacifiquement. Alors que Léo tremblait de nervosité, il posait sa main sur la garde de l'épée, un sourire malicieux et intimidant apparut avec une voix percutante. Vert, comment osez-vous répandre des narcotiques sur les terres de mon père dans le baronat? Une, tout évidente, était entendue dans la résidence principale. Gohan demanda à son père s'il allait bien et le vieux le rassura. En réponse, le Han lui passa un verre d'eau en attendant qu'il boive. Le jeune baron demanda: « Père, penses-tu que les deux jeunes ducs vont bien ?» Le fait qu'ils aient envoyé 2 garçons dans la forêt sans information concrète sur les bandits montrait au baron que la forteresse faisait confiance en leurs compétences. Le baron, cependant, ne put s'empêcher de commenter que le
jeune homme nommé Caron lui rappelait le duc Allo lorsqu'il était jeune, non seulement par son apparence, mais aussi par sa confiance et ses attitudes magnanimes détendues. Le baron ne pouvait s'empêcher d'avoir des attentes concernant le garçon dans la forêt. Blanche, à cause de la neige, le rouge fut peint. L'épée guillotine était brandie par Caron, débordant de mana bleu pour atteindre ses ennemis et mettre en pratique son nom. Au milieu des bandits, Caron combattait seul, mettant fin à chacun d'eux d'un seul coup. Le guide traître, bien qu'étant tombé, possédait encore une certaine conscience. Pour lui, ce jeune ne pouvait être traité autrement que comme un monstre. C'était la même pensée que Léo avait concernant son cousin. Le bandit chauve grimaça en étant éclaboussé par le rouge de ses amis et avertit rapidement le capitaine qu'il devait y revenir et informer l'unité principale, mais le capitaine grinçait des dents furieusement, les yeux rouges de colère, refusant d'être vaincu par un gamin sentant le lait. Il avança armé de ses haches et aperçut l'ennemi, plus puissant que les autres, s'approchant rapidement. Le bandit levait ses deux haches comme un berserker sanguinaire. Cependant, d'un seul mouvement de l'épée, Caron commenta calmement « Il est tellement ridiculement bruyant !» La coupe frappa le centre du bandit, qui tomba à genoux devant Caron, observant la bataille. Léo avait dégainé son épée, sylpide, sans même s'en apercevoir. Néanmoins, il resta en arrière, car le travail avait déjà été accompli par Caron. Caron était déjà impressionnant, mais l'aura que l'épée dégageait exhalait un sentiment d'oppression. Léo toucha son propre coup, sentant que l'épée le voulait. Le dernier bandit, le chauve, leva les mains précipitamment, se rendant en se rendant. Caron lui demanda son nom. Ura se présenta rapidement, avec un regard malicieux. Le protagoniste demanda à Ura s'il avait une corde. L'homme répondit rapidement, lui remettant l'objet. Léo observa, confus, étonnamment, ceux qui étaient liés étaient Karen et Léo. En voyant les mains liées, il demanda à Karen s'il devait vraiment faire cela. Malgré les cordes, il s'interrogeait sur la nécessité de remettre une arme aux bandits chauves. Carlos expliqua à son cousin que, pour trouver la base des bandits, il devait être convaincant. Il ne pouvait pas simplement se promener en portant leurs épées. Remettre les épées à Ura servirait à faire semblant d'avoir été capturés en marchant. Caron cria à Ura et demanda aux chauves s'ils étaient des déserteurs. Ura confirma. Nous étions du 9e régiment, 1er bataillon de la 3e infanterie du royaume de Sias. Ce que Ura dit confirma à Léo qu'ils venaient du sud. Caron, curieux, demanda combien ils étaient dans leur groupe. Ura révéla qu'en incluant un magicien et ses 2 cavaliers, ils comptaient un total de 130 hommes. Suant après avoir révélé toutes les informations, Ura se reprocha d'avoir croisé de tels garçons qui semblaient juste être des nobles ordinaires. Le garçon aux yeux bleus, en particulier, faisait battre le cœur de Ura plus vite à cause de la peur. Léo demanda cette fois pourquoi ils étaient venus dans une région reculée du nord parmi tous les lieux. Ura révéla que le commandant avait promis qu'il pourrait gagner suffisamment d'argent pour bien vivre. Le fait que le commandant d'une simple unité d'infanterie soit personnellement accompagné par un puissant magicien attirait l'attention, surtout parce que d'innombrables hommes qui auraient dû gagner de l'argent en tant que bandits se trouvaient dans le baronnie en faillite de Belus, parmi tous les endroits. Pour Caron, tout cela n'avait pas de sens. En arrivant dans une zone, Ura s'arrêta, avertissant les garçons qu'ils étaient beaux proches du camp. Caron, cependant, voulait s'en assurer de ses propres yeux. En protégeant le camp, un bandit vit Ura revenir de la tour de guet et cria « Tu as amené des invités, Ura, le chauve !» Promptement, il lui ordonna de se taire. Cependant, l'homme dans la tour demanda où étaient les autres. À côté de lui, un autre questionna à qui appartenaient les épées que portait Ura. D'une voix irritée, Ura répondit « Vous ne voyez pas? C'est moi qui ai capturé ces petits nobles. Ne les regardez pas, ils m'appartiennent. » Le reste des compagnons poursuit les gardes qui étaient avec eux et ont réussi à s'enfuir. Sur la demande d'Ura, un des gardes dans la tour de guet ordonna d'ouvrir les portes. Lorsque Ura entra par les murs en bois, quelques compagnons demandèrent s'il serait heureux d'être loué par le chef pour la première fois. D'autres, dans un coin, se plaignaient, affirmant qu'Ura aurait pu amener les gamins au camp plus tard. Déjà irrité par la situation, Ura continua à ordonner le silence. Pendant ce temps, Caron le suivait, observant les environs. Caron ressentait le calme en Ura, mais au-dessus tout, il ressentait un grand pouvoir émaner de quelque part. Ura, soudain, commença à frissonner tout en perlant de sueur. Caron réalisa que la guillotine elle-même réagissait. Léo s'approcha de son cousin, mais plus loin, ils purent voir des corbeaux accrochés à des poteaux en bois. Ceux qui furent surpris de les voir, furent encore plus choqués de réaliser qu'au milieu des poteaux, il y avait un cercle magique rouge, utilisant les sacrifices pour la conjuration de magie noire. Du cercle magique, une énergie sombre commençait à s'élever. Carole ordonna rapidement à Ura de couper les cordes et de lui remettre l'épée. Tenant la guillotine, le protagoniste ordonna à Léo de prendre sa propre épée. Caron savait qu'ils en auraient des besoins très bientôt. Avant que Léo ne puisse comprendre ce que Caron disait, des squelettes apparurent, invoqués du cercle magique. Ura sursauta en voyant les monstres. Au moins
une dizaine de squelettes avec des épées et des boucliers émergeaient du cercle magique. Une voix résonna, riant. Les invités se dirigèrent vers le cercle magique d'eux-mêmes. Quelle bénédiction! Dans les maisons environnantes, plusieurs hommes avec des arcs et des flèches pointèrent sur Caron et Léo. Au milieu d'eux se trouvait le capitaine, qui regardait les jeunes nobles avec mépris. Caron observa autour de lui, mais il n'y avait aucun signe du mage des ténèbres. Il était probablement caché, tout en maintenant la conjuration. Soudain, Caron leva l'épée, pointant vers Ura. « Si vous nous attaquez, je ferai de même. Lui aussi. Tout va bien avec ça. » Caron commandait les actions, effrayant Léo en voyant qu'il avait complètement abandonné l'honneur des nobles face à la menace. Le chef des bandits resta silencieux, surpris de voir un noble utiliser un otage alors qu'il devrait être le plus honorable de tous. Carlos appuya légèrement l'épée contre Ura et demanda au bandit s'il devait vraiment être honorable. Perdre la discussion, le chef des bandits changea de ton. « Tu es amusant, mais tu as tort. Un otage sans valeur ne sert à rien. Ce chauve ne vaut rien. Fais ce que tu veux avec lui. » Ura fut surpris par le cri du chef, sachant à quel point Ura était inutile. Caron le maudit, le forçant à s'excuser. Entouré, Léo demanda à Caron s'il avait un plan. Souriante, le protagoniste confirme et révèle « Tout ce que nous devons faire, c'est renverser leur commandant. » En voyant la mana bleue, le chef des bandits est surpris. Caron fait une demande à Léo. « Cousin, je te laisse les squelettes. » Léo ne comprend pas la demande. Mais en voyant Caron débordant de mana bleue avec violence, il réalise qu'il veut vaincre le commandant des bandits personnellement. Comme le courant d'une rivière, Caron avance. Léo crie après lui, mais un squelette l'attaque. Réagissant rapidement, Léo bloque la hache de l'ennemi tout en se demandant ce que faisait son cousin. Il n'arrivait pas à croire qu'il pourrait gérer seul autant de soldats au squelette. Voyant le garçon avancer, le chef des bandits ordonne aux archers de tirer. Mais Caron est déjà trop près. Activant le troisième style de l'épée Airang, une coupe en forme d'onde touche les archers aux côtés du capitaine, les faisant tomber leurs arcs et leurs bras. Caron saute vers le capitaine qui le maudissait. Gêné par le bruit du bandit, Caron brandit son épée. La coupe apparaît comme une onde tranchante, déchirant le gant de l'ennemi. L'homme tombe à genoux au sol, hurlant de douleur. Caron l'avertit, affirmant qu'il aurait dû attaquer plus tôt, rappelant que la forteresse de la mer Bleue n'avait pas la force d'affronter d'autres territoires. Le bandit demande pourquoi ils sont là. Caron n'a pas honte de cacher. Le baronat est proche du territoire de mon père, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vivre. Vous serez emmené à la forteresse. D'où il était, Caron voit Léo faire face au squelette avec succès et le félicite. L'épée des vagues de mer de Léo écrase les squelettes sous les yeux de Caron. Soudain, le chef des bandits se moque. Vous pensez vraiment que vous allez sortir d'ici en sécurité? Flanc, Caron demande son nom. Le bandit révèle s'appeler Michael Nock. Dès qu'il entend le nom, Caron l'attaque au genou pour l'empêcher de marcher. Michael crie de douleur, ce qui fait que les archers visant Caron tirent encore plus sur les cordes de leurs arcs. Le gars éclate de rire, poussant l'épée. « Ordre à tes hommes de baisser les arcs !» Michael obéit précipitamment, saisi par la peur du garçon. Il n'arrive pas à croire qu'il a perdu face à deux garçons, mais espère l'arrivée d'autres personnes, certaines avec lesquelles il ne serait même pas capable de gérer, même en étant membre de la maison Reston. Caron, cependant, peut voir dans le regard de Michael qu'il planifie quelque chose. Il sait que le bandit compte sur le mage qui a invoqué les squelettes. Se moquant, Caron demande s'il croit vraiment que Reston enverrait juste deux enfants. Dès que Léo a vaincu les squelettes, une explosion résonne à l'entrée du campement. Le portail a été renversé. En entrant dans le campement, une femme traîne quelqu'un par les cheveux. Sabina a mené le mage capturé, ou du moins sa tête. Dès qu'elle entre dans le camp, Sabina appelle Caron et Léo. « Vous avez perdu la preuve la plus cruciale. Vous avez échoué dans la mission. » Irrité, il décharge sa colère sur Michael avec un coup de pied. En jetant Michael dans les escaliers, il demanda à Sabina si elle avait aimé la méthode qu'il avait utilisée. Sabina leur donna du crédit pour la stratégie d'accès au camp. L'intelligence convenait à quelqu'un de la maison Reston, mais elle se souvenait qu'elle retirerait quelques points pour avoir pensé à utiliser un otage. Pendant que ce qui restait du magicien et Michael se rencontraient, Caron s'approcha, interrogé par Sabina sur la raison pour laquelle il avait choisi d'utiliser un stratagème d'otage. Le protagoniste révéla vouloir frapper là où il s'y attendait le moins. Personne n'imaginerait que des nobles ferait des otages. Surpris, Ura acquiesça à Caron, lui-même sans comprendre la raison. Avec tout ce qui se déroulait de cette façon, Sabina ne put s'empêcher de commenter. « Caron, je ne t'ai jamais vu comme ça, un complet fou. » Souriant, le protagoniste remercia simplement, regardant le chef des bandits. Sabina affirma qu'il retournait à la forteresse car elle avait des questions à poser. En entendant les ordres de Sabina, Michael Knox réalisa qu'il était dans de bien plus gros ennuis qu'il ne l'avait imaginé, car tous les Reston étaient des fous. Un garde trouva une prison et cria
Par ici, 2 hommes apparurent à la porte, cherchant leurs proches. Un garçon qui avait été enlevé aperçut son père en larmes, ils se réunirent, le père s'excusant de ne pas avoir pu protéger sa fille. Isabelle, Caron observa Ura à ses côtés. Il put remarquer que l'ancien chevalier, et maintenant bandit, se sentait coupable. Caron, cependant, plaisanta, rappelant qu'il était encore trop tôt pour cela, car il allait être amené à la prison du baron avec ses compagnons. Il serait emmené avec le capitaine des bandits vers la forteresse Mar-Bleu. Sabina interrogea Caron s'il ne valait pas mieux attacher le chauve. Le jeune homme pensa que tout allait bien pour l'instant et ils auraient besoin d'aide pour transporter les autres bandits vers la forteresse Mar-Bleu de toute façon. Bien qu'il laissa Ura détaché, Caron lui conseilla de rester sur ses gardes. Soudain, l'une des personnes s'approcha en demandant si Ura serait également puni. Le protagoniste acquiesça, rappelant aux villageois qu'Ura était aussi considéré comme un bandit. L'un des hommes, cependant, prononça des mots qui atténuaient la peine d'Ura, révélant qu'il avait veillé sur tous pendant qu'ils étaient emprisonnés et même apporté des médicaments secrètement aux malades ou donné de la nourriture aux affamés, comme beaucoup demandaient en pitié. Sabina demanda à Caron ce qu'il en pensait. Le protagoniste réfléchit un peu et déclara qu'il pourrait envisager la clémence, puisque Ura les avait aussi guidés vers la cachette. L'ex-bandit se sentit ému et jura « Je serai loyal envers vous pour le reste de ma vie, jeune maître ». Léo, qui était au 2e étage, appela Caron pour qu'il regarde quelque chose. Le protagoniste, curieux, suivit son cousin avec Ura. Son. Entrant dans une chambre, il se retrouva face à d'innombrables fûts où une lumière pouvait être vue. En vérifiant l'intérieur de l'un des fûts, il découvrit de nombreuses pierres magiques. Lorsque les bandits furent emmenés en ville, les mains liées, les villageois criaient des mots de justice. « Périssez en prison, maudits bandits !» Comme tout le monde était heureux, Léo a commenté que le jeune baron les accueillerait probablement avec un banquet. Cependant, il avait l'impression que Caron écoutait. Caron pensait aux pierres magiques, la véritable raison pour laquelle le groupe de bandits se cachait dans un endroit éloigné et insignifiant. La famille du baron ne savait probablement même pas qu'il y avait une mine de pierres magiques sur le territoire. Bien qu'ils ne connaissent pas la qualité des pierres, le simple fait de l'existence de la mine suffisait à attirer l'attention. En voyant le regard malicieux sur le visage de Karen, Léo se demanda ce que son cousin prévoyait. Alors qu'il marchait, Sabina vit le jeune baron s'approcher, accompagné de gardes. Le baron accueillit le trio, tandis que ses hommes prenaient les prisonniers. Sabina montra le leader des bandits sur l'épaule de Ura et affirmait qu'il l'emporterait vers la forteresse. Le jeune baron ne s'en souciait pas. Avant de partir, il voulut dire quelque chose à Sabina. Cependant, elle affirmait n'être là que comme gardienne. C'est pourquoi il devait parler aux gardes. S'adressant à eux, Rohan révéla avoir préparé un modeste banquet, les invitant à y participer. Étonnamment, Caron déclara qu'il devait retourner à la forteresse Mar-Azul immédiatement. C'est pourquoi il pourrait discuter plus tard. Rohan était surpris, car il devait encore discuter du paiement pour la mission. Comme le territoire était actuellement en mauvaise condition, Rohan révéla ne pas avoir d'argent pour le moment et demanda un délai. À ce moment-là, le regard malicieux réapparut sur le visage de Karen. Le protagoniste commenta alors « Je me demandais pourquoi les bandits avaient choisi de rester dans le baron du Bélos. Le baron est situé dans une zone éloignée, sans épices locales. C'est littéralement un village isolé, n'est-ce pas ?» Rohan tenta de supporter les insultes à son territoire. Comment pouvez-vous, après avoir ridiculisé l'endroit, Carole montra une pierre magique, ce que les bandits cherchaient. Lorsqu'il lui fut demandé s'il était conscient de leur existence, Rohan révéla n'en avoir jamais vu, ni même imaginé qu'il pourrait y avoir une mine sur son territoire. En imaginant une telle chose, Caron décida de faire une proposition au jeune baron. Que diriez-vous de développer la mine en collaboration avec la forteresse Mar-Azul? Nous ajouterons la condition que la forteresse fournira le capital initial, ainsi que des forces de sécurité. Surpris, Rohan se demanda si le garçon comprenait ce qu'il disait. Même en mettant de côté le développement de la mine, le coût de stockage, ainsi que l'entretien des gardes, serait immense. Cependant, avoir quelqu'un comme la famille Reston participant à la mine du baronat les bénéficierait également. Le jeune baron fut surpris d'imaginer que Karen avait déjà prévu et calculé toutes les possibilités. Cependant, le fait qu'il négociait au nom de la famille était le plus surprenant. Affirmant devoir relater l'accord à l'avance, Karen déclara que, si le projet était approuvé, les chevaliers loups bleus seraient stationnés sur le territoire. Ainsi, les problèmes économiques et de sécurité de l'endroit seraient résolus. Ayant entendu la proposition de Caron, Rohan soupira et demanda comment il diviserait les parts de la mine. Caron, cependant, s'est débarrassé de cette responsabilité. Vous devrez en discuter avec mon père. Un enfant comme moi n'est pas qualifié pour parler de détails financiers dans les affaires. Après tout, en accord avec Karen, Rohan a affirmé qu'il parlerait également avec son propre père, ayant entendu toute la négociation. Sabina a soufflé, bien que semblant satisfaite. Plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers la gare, Caron a demandé à Sabina pourquoi elle avait dit que les choses auraient pu devenir compliquées dans la planque des bandits. Se rappelant de la question, elle a levé un sac avec quelque chose de rond à l'intérieur.
l'intérieur. À cause de ce gars ici, surpris, Léo a demandé si elle parlait du mage noir qu'elle avait vaincu. Sabina a révélé qu'il n'était pas un mage ordinaire. Avec ses bras, elle a raconté les détails. Son nom est Ted de la Harda, un recherché de classe 2 dans l'Empire et un mage de 6e cercle. Caron était surpris par le niveau du mage. Sabina s'inquiétait du fait qu'un fugitif de classe 2 se déplace librement à l'intérieur de l'Empire avec des déserteurs du Sud, pendant que Caron et Léo étaient occupés avec de petits poissons, suffisamment pour ne pas remarquer la partie la plus importante, rappelant aux garçons qu'ils ne deviendraient plus forts qu'en luttant contre des personnes puissantes. Elle les a instruits en disant que, s'ils avaient d'abord vaincu le mage, ils n'auraient pas perdu de temps avec les petits poissons. Pour Dia, cela, la mission a été considérée comme un échec. Après avoir révélé l'évaluation de la mission, elle a dit à Caron de garder ses points à l'esprit. Au moment où Léo s'est senti mise à l'écart, Sabina s'est tournée vers lui dès qu'elle a entendu son nom. Léo a regardé la maîtresse. Sabina, de manière inattendue, l'a félicité. Tu as été meilleure que je ne l'espérais. Ça a dû être ta première fois affrontant Andes, non? Tu devrais avoir un peu plus confiance en toi. Entendant ces paroles encourageantes, Léo s'est mis au garde à vous, se sentant positivement. Plus tard, ce soir-là, Lord Halo est retourné à la forteresse Mer Bleue. Un majordome l'attendait déjà, lui souhaitant la bienvenue. Ralph a demandé s'il y avait quelque chose de différent. Heinrich a révélé que les chevaliers envoyés à l'ouest étaient revenus. De plus, Caron et Léo revenaient de la mission dans le baronat Bellus, accompagnés de Lady Sabina. Dès qu'Heinrich a fait le rapport des événements, un employé a couru en hâte vers le lord. Il portait un rouleau, une lettre du palais impérial. Halo était confus, car l'empereur n'avait rien dit avant qu'il ne quitte la capitale. En ouvrant le rouleau, les yeux de Halo se sont écarquillés de surprise. Inattendu, l'empereur avait invité Caron, qui était encore en route pour la forteresse Mer Bleue, à se rendre à la capitale. Le train est bientôt arrivé à la forteresse Océan Bleu, portant Michael sur l'épaule. Urra est descendu, tandis qu'Urra était impressionné par la taille de la forteresse. Michael a essayé de le convaincre. Tu crois vraiment ce que le garçon a dit? Tu vas aussi te retrouver en prison? Si nous voulons survivre, nous devons profiter du moment où les gardes se distractionnent. Urra a écouté attentivement les paroles de Michael, et il le punit en lui faisant fermer sa bouche avec un coup de poing. Aaron et Léo assistèrent à un hurrah, montrant qu'ils ne croiraient pas aux paroles de quelqu'un qui l'avait traité d'inutile. Soudain, quelqu'un arriva à la station en se plaignant du bruit. Paley se pencha pour vérifier son fils en saluant tante Sabina. Il révéla qu'il avait été convoqué parce que ce que son fils avait fait dans le domaine du baron Bellus était devenu un casse-tête. Léo, soudain, s'inclina, saluant Paley. « Comment vas-tu, tonton ?» Sourire aux lèvres, Paley commenta qu'il avait entendu que Léo s'était également illustré sur les terres du baron. L'aîné devait aussi en avoir entendu parler. Il doit certainement être satisfait de toi. En entendant parler de son père, Léo se sentit mal à l'aise pour répondre. Comme tout le monde devait être fatigué, Paley suggéra qu'il se dirige vers la forteresse, restant en arrière avec Paley. Sabina demanda s'il savait quelque chose, car la situation de Ijin Sitatsi, l'empire semblait instable. Un brève analyse, Paley révéla que les grandes familles s'unissaient rapidement, centrées autour du duc Salmon et du margrave Dias. Il révéla que le père Halo prévoyait de rencontrer plusieurs familles dans la capitale pour comprendre la situation. Il avait même annulé tout après avoir parlé à l'empereur et échoué à obtenir des résultats satisfaisants. Le duc Salmon et le margrave Dias, les mêmes hommes qui avaient renversé l'empereur tyran, avaient élevé l'empereur, actuel sur le trône, et détenaient désormais le véritable pouvoir dans le royaume. La raison pour laquelle le frère de Sabina avait reculé après la chute de l'ancien empereur était qu'il jugeait que c'était le mieux pour l'empire. Cependant, une trahison semblait en cours. Sabina soupira, commentant à Paley ce qui semblait être la fin d'une ère de paix. Comme la famille prévoyait également de commencer à agir, Sabina commenta que ce que le fils de Paley avait fait pourrait leur apporter de grands bénéfices. Avec un prétexte raisonnable, ils pouvaient maintenant déployer des troupes de la famille sur d'autres terres pour étendre leur influence. Sabina loua le fils de Paley pour avoir réalisé quelque chose d'aussi avantageux au bon moment. Paley ne se sentit pas flatté par les commentaires de tante et ne sut pas comment réagir, mais elle lui rappela que les éloges n'étaient dits pas pour lui. Bientôt, une autre personne arriva pour chercher les garçons. Zeras loua le travail qu'il avait fait en écrasant une bande de déserteurs. Lorsque Caron pointa l'homme porté par Urra, affirmant qu'il était le chef, Zeras déclara qu'il l'interrogerait. J'extraire chaque goutte d'information tant qu'il respire encore. Sir Caron désigna l'homme portant le chef des bandits, curieux de connaître son identité. Caron effraya Urra en disant « C'est aussi un bandit, tu peux l'emmener ». Mais, en disant qu'Urra était un informateur, il demanda qu'on le traite bien et qu'on le libère après, car il pensait à l'utiliser comme servant personnel. Ayant décidé cela, Caron se prépara à retourner à la forteresse avec Léo. Cependant, Zeras les arrêta, affirmant que la mission n'était pas encore terminée. Zeras expliqua ce qu'il devait en faire. Vous devez remplir un rapport, et cela fait partie de la mission et améliore les performances.
futur Caron, a demandé s'ils devraient écrire le rapport séparément, mais Zéras a affirmé qu'ils pourraient écrire ensemble. En entendant cela, Caron a laissé le travail écrit à Léo, car lui-même avait fait la majeure partie du travail difficile. Léo a essayé de demander s'il ne serait pas plus rapide d'écrire ensemble, mais attirant son cousin plus près, Caron a chuchoté « Réfléchis soigneusement. Dès que le rapport sera remis, ton père va aussi le lire, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devons augmenter tes réalisations dans le rapport. C'est ta chance de gagner son soutien. » Zéras a observé les deux garçons murmurer entre eux, ignorant leur plan. Zéras a ordonné à Hans de mener les prisonniers aux cellules. Zéras a été surpris quand soudain, Sabina lui a lancé un sac. Voici un autre recherché. Elle a également affirmé qu'elle laisserait les garçons s'occuper du rapport qui aurait dû être fait par elle. Karen a dit au revoir à Léo, prenant un chemin différent. Léo était curieux de savoir où il allait. Karen a révélé vouloir se rendre au hall d'entraînement d'Éther, l'endroit qu'il pouvait utiliser maintenant qu'il avait atteint la 4e étoile. Zéras a été impressionné de voir Karen se rendre directement au hall d'entraînement en revenant de la mission. Il était difficile de croire que le garçon n'avait que 13 ans. Dans une salle de la forteresse, Hello a convoqué quelques personnes, même s'il était tard dans la nuit. Il voulait informer ce qu'il avait découvert lors de la soumission des monstres, qui apparaissaient plus fréquemment en présence des fils et du majordome. Hello a ordonné à Heinrich de convoquer également le capitaine des chevaliers. Zéras est entré dans la salle portant une boîte. Hello a révélé qu'il y avait là un morceau de cuir d'un monstre qui était apparu dans les plaines du firmament occidental. Dès qu'il a ouvert la boîte, une énergie sombre a débordé du cuir. Une énergie qui, selon lui, n'était pas seulement forte, mais l'énergie éther noire de l'empereur tyran. En entendant ce nom, les trois frères ont été surpris, chacun affichant une réaction différente. Le plus surpris, Pale, a rappelé à son père que l'empereur tyran avait été vaincu il y a longtemps. Pour Halo, deux possibilités existaient. Soit il y avait encore une volonté résiduelle de l'empereur tyran, soit il était encore en vie. Avant de tirer des conclusions, Hilo a révélé que le sujet de ce qui s'était passé dans le baronnement de Bélos était parvenu aux oreilles de l'empereur. Peyo a été surpris d'apprendre de son père que Karen avait été convoquée à la capitale, mais affirmant qu'il n'enverrait pas Karen seule, Hilo a décidé d'envoyer à la fois Léo et les chevaliers des ondes de la mer avec lui. Avant cela, cependant, il a demandé l'avis de Pailo. Halo ne forcerait pas le garçon à partir. Inquiet, l'un des frères a demandé si cela ne causerait pas de problème. Halo a nié, car Caron n'était encore qu'un enfant. De plus, il voulait savoir exactement quel type d'accord avait été conclu avec le fils du baron Bellus. Le Caron, qui était en entraînement de mana, serait appelé par Zaros. Caron s'entraînait dans une cabane dans la forêt. Assis par terre, il faisait circuler la mana dans son corps jusqu'à sentir une présence. Quand il est arrivé, Zérus a révélé qu'il était arrivé il n'y a pas longtemps, commentant avoir entendu que le seul qui pouvait entrer ici, sans être de la famille directe, c'était le propre Zébras Caron qui affirmait ne pas se souvenir de lui entrant à aucun moment. C'est pourquoi il a demandé s'il y avait quelque chose d'urgent. Zéras a hoché la tête, affirmant que bientôt, le garçon devrait se rendre à la capitale. La nouvelle fut une surprise pour Karen, qui entendit de Zéras que le chef de la famille le convoquait au conseil pour lui raconter les détails. Caron a suivi Zéras jusqu'au bureau de Halo. Un employé a ouvert la porte, annonçant leur arrivée, en appelant le garçon dans la salle. Halo a demandé pour confirmer s'il avait terminé sa première mission. En entendant la confirmation, Halo a affirmé vouloir entendre ce qui s'était passé dans le baronnage Bélos. Vous n'avez pas encore le droit de représenter notre maison dans les négociations, alors pourquoi avez-vous agi indépendamment avec la famille Bellus? Caron a attendu de ne pas entendre un éloge, mais une plainte. Le grand-père a demandé « N'avez-vous jamais imaginé que votre comportement arrogant pourrait être discourtois envers la famille Bellus ?» Caron a répondu avec assurance « Non, j'ai simplement proposé un accord pour le baronnage Bélos. Il a accepté ma proposition de bonne volonté. À ce moment-là, j'ai jugé qu'il y avait quelque chose de bien plus important que l'étiquette formelle des nobles. » Hilo a été curieux de savoir ce que le garçon avait pensé, et ce qui pouvait être plus important que la courtoisie. Karen a répondu sans hésiter, l'honneur de la famille. Tous se sont tournés vers le garçon, et même Hilo a été surpris, considérant la valeur de l'accord. Hilo espérait que le garçon se vantait de ses propres réussites, mais au lieu de cela, il mettait en avant les bénéfices que la famille recevrait en premier. Dans l'esprit de Halo, le tact du garçon était excellent. Raphaël n'a pas manqué de regarder Karen avec un froncement de sourcils. Karen a remarqué à la fois le regard de Raphaël et la prudence chez Thalès. Reylo a mis fin à la conversation. L'accord que vous avez obtenu sera d'un grand bénéfice pour notre maison. Je laisserai Pale s'occuper des négociations. Il n'y a aucun problème à ce qu'un père brille par les mérites de son fils. Pale était ravi de recevoir cet honneur, affirmant qu'il partirait pour le baronnage de Belus à l'aube. Rallo est passé au sujet suivant, la lettre de l'empereur. L'empereur voulait Caron à la capitale, car les nouvelles
était parvenu jusqu'à lui. Zérus avait dit à Caron que même avant le retour de Halo à la forteresse, l'empereur avait déjà envoyé la lettre qui montrait le réseau de renseignement du trône. Cependant, aux yeux de Karen, l'actuel empereur n'était qu'une marionnette. Le réseau d'information devait être géré par les factions des familles nobles. Hilo a fixé Neto un instant avant d'affirmer qu'il pourrait ne pas aller à la capitale s'il le souhaitait. Il espérait que Neto savait déjà ce que cela signifiait d'y aller. Pour Hilo, les maisons nobles voudraient confirmer l'identité du garçon, donc il serait plus intelligent de ne pas attirer l'attention en évitant d'aller à la capitale. Peyton savait que son père n'avait pas besoin de donner le droit de choix à Karen, c'est pourquoi il s'est demandé « Pourquoi ferais-je cela ?» Cependant, il a répondu « Bien sûr que je vais. Je pourrais même voir mon grand-père maternel. » qui est au palais après un bon moment. Cependant, Caron a demandé s'il irait seul, puisque Léo avait également participé à la mission. Le commentaire a attiré l'attention de Thalès, qui a accepté l'idée de Karen, affirmant que Léo irait avec lui, s'il acceptait, tout comme l'escouade de Hans, qui l'escorterait. Avec une expression surprise, Caron a demandé s'ils avaient vraiment besoin d'escorte, étant donné que l'autre grand-père était au palais. Le frêle monsieur Halo l'a averti de ne pas se faire d'illusions. Ils ne sont pas désignés parce que vous êtes Sorc spécial, mais parce que nous ne savons pas quel problème vous allez causer. Sous le choc, Caron a fini par acquiescer. Ainsi, il a été annoncé que Caron partirait dans 3 jours. Le lendemain, une réunion a eu lieu sur le territoire Bellus. Les négociations étaient en cours de signature. Étaient présents le jeune baron Bellus, Caron, Léo et Pali. Confus, Pali a demandé au jeune baron si son père était au courant des termes. Rohan a acquiescé, affirmant que son père avait donné son accord. Pali lui a rappelé que la mine serait délivrée 80% à Reston et seulement 20% à Bellus. Avec le prix des pierres de cristal, même une petite différence représenterait une grosse somme. Mais malgré cela, Rohan cédait 10 des 20% à Caron et Léo. Pali ne comprenait pas les raisons d'une telle décision défavorable. Il trouvait la récompense pour les garçons excessivement élevée. C'est pourquoi il croyait qu'il y avait une raison pour que Rohan, diplômé de l'Académie impériale, prenne une telle décision. Rohan n'a même pas essayé de le cacher. C'est pour gagner la sympathie de Karen et Léo, a-t-il déclaré. Les 2 jeunes loups, Rohan voulait dire qu'il investissait en gros dans les 2 garçons, qui un jour dirigeraient la forteresse Mer Bleue. En voyant la confiance que Rohan avait dans le talent des garçons, Pali a compris la décision. Le baron Bellus a vraiment un bon fils pour avoir un tel sens aiguisé en écoutant les opinions des garçons. Léo a regardé Karen et l'a entendu sourire avec malice. Karen a parlé au nom des 2, nous acceptons avec joie. Nous allons continuer à construire un lien solide à partir de maintenant. À la fin, le lien entre la grande maison Reston et le petit baronat Bellus a été formé. En retournant à la voie ferrée, Léo a demandé à Caron comment ils allaient diviser la part des revenus qu'ils avaient obtenu. Le protagoniste a répondu sans pitié « Évidemment, je garderai 9% et toi 1. Choqué, Léo a demandé pourquoi il garderait la plus grande part. Caron a mis son bras autour des épaules de Léo en questionnant avec le poing fermé « Nous ne nous entendons pas si bien, comment peux-tu refuser ?» Léo a rapidement accepté. Pali a observé son fils et son neveu si proches. Il a fini par sourire de les voir bien s'entendre alors que, dans le passé, ils se disputaient constamment. Malgré le bonheur de Pali, il ne savait pas ce que le petit coquin de son fils était en train de faire. En revenant à la forteresse, Léo a entendu la nouvelle qu'il irait à la capitale et était encore surpris. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, Léo ne pouvait pas s'empêcher d'être nerveux, car ils allaient rencontrer l'empereur. Changeant de sujet, Léo est devenu rouge. Nous irons aussi à des fêtes, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de belles femmes dans la capitale. Tout à coup, Sabina est apparue à la fenêtre avec une bouteille de boisson. C'est vraiment un endroit amusant, avec beaucoup de personnes fortes là-bas. Sabina considérait cela comme une excellente expérience pour les garçons. En regardant par la 4e étage, Sabina n'a trouvé aucun vin pour célébrer. Caron semblait cacher quelque chose, affirmant qu'il n'avait que des verres à eau. En prenant le verre, Sabina affirma cependant que n'importe quoi pouvait servir à servir du vin, tout en lançant un verre à Léo et un autre à Caron. Sabina a révélé sa surprise en découvrant que Léo buvait aussi. Léo a mis toute la faute sur Caron, mais il était déjà devenu un complice. Sabina leur a rempli le verre. Comme vous êtes servi par votre maîtresse, il n'y a pas de raison d'hésiter. Sabina a loué la façon dont tous les 2 ont géré la situation en posant la bouteille sur la table. Cependant, Sabina a commenté que 3 ans s'étaient déjà écoulés depuis que j'avais fait ma promesse. C'est un peu décevant, mais je ne verrai pas le chaos que tu vas causer dans la capitale. Sabina semblait triste en parlant. Léo était pratiquement en larmes en commentant qu'il avait entendu dire que sa
sa tante allait pour la mer du Nord. Il craignait qu'il ne se revoie plus ça. Il y aurait plus. Sabina s'est moquée de Léo en l'entendant avec un tel sentimentalisme. Tu vas vraiment réussir à parler à une femme dans la capitale? Sabina a souri sur le coin de ses lèvres, conseillant que, quand Léo irait à des fêtes, ce n'était pas avec Karen. Elle a expliqué la raison. Compte tenu de son apparence, de son talent et de sa bonne répartie, tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer. Léo pouvait déjà voir toutes les femmes autour de Karen. Il a mis ses mains tremblantes sur les épaules de son cousin Caron. Ne ruine pas mes chances de me marier. Furieux, à cause de l'imagination de Léo, Caron l'a maudit. Sabina a interrompu la dispute, les appelant à continuer à boire dans une autre pièce. Allo buvait aussi. Il a frappé à la porte en annonçant sa propre présence. Dès qu'il s'est approché, il s'est incliné, demandant s'il avait été appelé. Allo a commenté avoir entendu parler des négociations et était surpris par les parts que Caron et Léo avaient reçues. Palais a commenté avoir vu comment l'opinion du baron semblait avoir été reflétée dans les actes, puisque lui-même avait appelé cela un investissement. Rallo, à la fin, a pensé que la situation avait été bonne. Recevoir une récompense n'était jamais mauvais, étant donné qu'une boisson était venue. Allo a affirmé qu'il laisserait les affaires concernant Bellos à Pell pour qu'il les gère. Il a remercié pour l'opportunité, ainsi que pour la boisson. Cependant, il savait qu'un autre sujet allait arriver. Rallo est allé droit au but, rappelant à Pell comment l'empereur n'avait jamais invoqué personne d'autre que lui. Rallo considérait l'invitation à Carole comme quelque chose de très inhabituel. Il a révélé à son fils que, lors de l'audience privée, il pouvait voir le regard craintif de l'empereur. Rallo sentait que l'empereur craignait qu'il ne le renverse aussi, comme il l'avait fait avec l'empereur tyran. Cela indiquait qu'une autre personne exerçait une certaine influence. Il a demandé au lord s'il parlait de politique compte tenu de toute la situation dans la capitale. Paley a questionné s'il n'aurait pas dû refuser la demande de l'empereur. Il ne comprenait pas pourquoi Allo ne l'avait pas faite. Allo a entendu Paley questionner le motif et a froncé les sourcils avant de révéler, surprenant son fils: « Je veux savoir de quoi Karen est capable. » Il avait été choisi par l'épée ancestrale guillotine. Cela signifiait que le garçon était destiné à être au centre de la famille Paley, qu'il le veuille ou non. Il serait inévitablement confronté à des forces extérieures, des menaces innombrables. S'il doit porter sur ses épaules l'avenir de notre famille, il doit être capable de supporter cela. Ayant fini de boire, Allo a demandé à Palais s'il était inquiet. En réponse, Palais a avalé toute la boisson d'un coup. Le regard de Allo s'est tourné vers son fils qui a répondu: « Père, je fais confiance à mon fils. » La réponse a surpris Allo. Cependant, il a soupiré, répétant la phrase « une bonne réponse ». Le lendemain, devant la forteresse, Sabina a choisi un cheval. Zera s'est approchée d'elle, demandant si elle ne dirait pas au revoir au jeune maître. Zera a été surpris par la réponse. La nuit dernière, nous avons partagé une boisson pendant un bon moment. Zera a compris que ce liquide devait être un de sa collection. Comme les garçons serait occupé par le voyage, Sabina préférerait aussi ne pas déranger. Montant sur son cheval, Sabina a dit adieu avant de partir. Sabina a aperçu quelqu'un à une des fenêtres les plus hautes et Caron a hoché la tête en salutation à sa grand-tante, disant adieu à Zera une fois de plus. Sabina a fait partir le cheval. Avec arrogance, Caron a observé Sabina s'éloigner vers la mer du Nord, la terre où elle se sentait chez elle et un endroit où elle l'avait invité à aller un jour. La lettre que Sabina lui avait laissée était simple. Fronçant les sourcils, Caron a imaginé que les oncles commenceraient bientôt à se déplacer puisque Sabina était partie. Caron a entendu la voix de quelqu'un. Tout à coup, Thalès s'était approché, attestant de l'évident. Ta tante est partie aussi. Caron avait vu le tigre sortir de la cage devant la gare. Des charrettes emmenaient les bagages préparés par le majordome en chef. Voyant combien de choses étaient organisées, Caron a demandé à Zera s'ils avaient vraiment besoin de tant de brouhaha. Zera a confirmé que oui, puisqu'ils allaient rencontrer l'empereur en tant que représentant de la famille. Ce qui irritait le plus Caron, c'était la présence de l'escouade de Hans, qui, d'après Zera, était là pour les protéger. Hans a corrigé, affirmant qu'ils étaient là pour éviter que les deux ne causent des problèmes. La provocation de Hans a vraiment irrité Caron ce matin-là. En rencontrant Thalès, Caron l'a salué en ignorant le commentaire sur Sabina. Thalès a demandé à Caron s'il se rendait à la capitale et, de manière inattendue, lui a demandé s'il pouvait demander un service. « J'espère que tu ne te comporteras pas à la capitale comme tu l'as fait à la forteresse. » La demande de Thalès révélait à Caron qu'il l'avait observé pendant des années, affirmant qu'il y avait de nombreux ennemis à la capitale visant la famille. Il l'a averti: « Si tu leur donnes une excuse pour agir, je te punirai personnellement. » Face à la menace, l'oncle Caron se contenta de sourire, reconnaissant pour les mots sages: « Je vais définitivement faire ce qu'il faut. » Thalès ignora la réponse sans peur. « Eh bien, rentre en sécurité alors. » Caron observa Thalès s'éloigner et sourit malicieusement. « Pense-t-il me faire peur avec le statut de premier prince? Je vais faire tordre cette expression arrogante de douleur. Attends juste, Thalès. » Les préparatifs pour le voyage étaient terminés et le train magique se préparait à quitter la gare, tandis que Caron menaçait de ne pas épargner Hans s'il causait des problèmes. Quelqu'un courait vers eux.
eux. Ura s'approcha, se grattant le crâne. Il remercia Caron pour la nouvelle chance qui lui était donnée. Caron l'ensorcela. Cependant, la raison pour laquelle je l'emmène à la capitale est en fait de le jeter en prison là-bas. Je t'ai dit de ne pas baisser ta garde, pas vrai? Les frères reçurent un message sur la perle communicante, les autorisant à monter dans le train. Il transmit le message à Zeras, tandis que Caron continua de provoquer Ura. Terras demanda encore une fois au garçon de ne pas causer de problème, jetant un regard particulier à Caron. Les ayant alertés, ils se préparèrent à embarquer. Cependant, Caron fut interrompu une fois de plus. Peli courait vers son fils. Karen fut surpris de découvrir que son père était à la forteresse. Fatigué, Peli expliqua que Halo l'avait convoqué. Changeant de sujet, Peli affirmait vouloir le voir une dernière fois. Peli ne comprenait pas pourquoi le grand-père maternel de Caron voulait tant le voir. Caron voulait aussi le voir. Cependant, il commenta en espérant que l'empereur avait beaucoup de cadeaux préparés. Peli regarda son fils avec tendresse, plaçant une main sur son épaule. Peli demanda s'il vous plaît, rentre en sécurité. Enfin, il demanda à son fils de ne pas causer trop de problèmes, ce qui l'irrita, puisque tout le monde lui demandait ça. Dans un bureau, Thalès observait par la fenêtre. Il attendait que le train parte. Grâce aux employés loyaux, il découvrit que l'épouse du deuxième prince faisait des projets dans la capitale. Cependant, il ne souhaitait pas s'impliquer dans l'affaire. Le train quitta la forteresse. Dès que le voyage commença, Caron demanda combien de temps cela prendrait. Hans commenta qu'il voyagerait pendant 6 heures, allant directement au territoire autonome de Thébé. Léo était ravi d'entendre parler du territoire où les plébéiens élisent leur gouverneur par le biais d'élections, un endroit où le commerce et l'industrie étaient au plus développés. Caron souligna l'importance, rappelant que c'était l'endroit où la majorité de l'argent de l'Empire circulait. Hans rappela la raison. Il y avait l'égalité des classes à Thébé grâce à leur influence dans la capitale. Caron, cependant, se souvenait avoir lu que des serfs échappant à des seigneurs tyranniques fuyaient vers le territoire de Thébi. Hans révéla que, parfois, Thébi envoyait de grandes commandes à l'ordre des chevaliers de Reston, ce qui surprit le protagoniste. Caron éveille l'intérêt pour le royaume de Thébé, décidant de le connaître quand il aurait le temps. Alors qu'il commençait à entrer dans le territoire, Caron décida de s'y faufiler lorsque les emplois du temps auraient été respectés. Indigne. Léo était excité et décida qu'il irait avec lui. Soudain, Caron ressentit quelque chose. L'épée, la guillotine, réagissaient et libéraient de l'énergie. L'épée sentit le danger extérieur alors qu'ils traversèrent la zone désertique. Cela fit imaginer à Caron que Thalès et Raphaël avaient peut-être planté quelque chose dans la comité, mais il croyait que les deux n'étaient tout pas assez fous pour prendre l'épée. Il se leva et demanda à Hans de contacter immédiatement le territoire de Thébie. Hans était surpris, mais rapidement Caron cria « Il n'y a pas de temps pour les explications !» alerte les autres passagers de se préparer à une attaque. Hans prit immédiatement la pierre communicante, envoyant le message aux gardes de la comité. Caron se demandait comment quelqu'un prévoyait d'attaquer un train en mouvement. Devant le train, une personne encapuchonnée avait placé 2 barils sur les rails, en plus d'une corde. La personne fit signe à quelqu'un qui tenait une torche. L'individu qui portait la torche quitta le grand groupe de bandits et s'approcha alors que le train s'approchait. Le chef donna le signal. L'homme portant la torche alluma la corde. Le train approchait rapidement des barils. Une explosion était imminente. Dès que le train arriva au baril, la grande explosion se produisit. Des flammes s'élevèrent aussi haut que des montagnes dans la région autonome de Thébie. Une confusion régnait dans une grande résidence. Plusieurs personnes se pointaient du doigt devant le maire, demandant qu'ils punissent les uns des autres. Le maire soupira, sans voulant d'en être arrivé là. Il rêvait de revenir au jour où il n'était qu'un ministre des Finances. La ville où il avait cru qu'elle était égalitaire pour tous, indépendamment du statut, avait montré qu'elle était un endroit où des groupes de plébéiens, de marchands et de nobles se disputaient toujours. En se tenant la tête, il maudissait ce désordre chaotique. Tout à coup, quelqu'un entra précipitamment dans la salle de réunion. L'homme courut pour chuchoter quelque chose à l'oreille du maire. En entendant la nouvelle, il ordonna à l'homme de se retirer. Une des personnes présentes à la réunion demanda ce qui était si urgent au point d'interrompre la réunion. Il voulait savoir si cela était lié à l'audit fiscal. Allumant une cigarette, le maire lui demanda de ne pas s'inquiéter, car l'audit fiscal n'était rien comparé à ce qui s'était passé. Surpris, le noble demanda si l'audit fiscal avait été annulé. Irrité, le maire répondit « Non, il ne l'a pas été, mais il peut aller au diable ». Le maire révéla que 5 minutes auparavant, un train se dirigeant vers la capitale, partant du duché de Reston, avait explosé avec les petits-enfants du duc à bord. Le noble demanda quel rapport cela avait avec eux. Le maire prit une longue bouffée et répondit, après avoir jeté sa cigarette dans la boisson, « Ce que je veux dire, c'est que nous sommes complètement dans le pétrin. Avec l'explosion qui s'est produite, un cratère s'est formé et le train magique a déraillé. » Caron grinça des dents et, se reprenant, se leva en vérifiant Hans. Hans s'occupait de Léo et demanda rapidement à Caron s'il allait bien. Le protagoniste allait bien. En entendant la confirmation, Hans prit le communicateur
Demandant un rapport de la situation, 2 11 gardes. L'un avait été sérieusement blessé et pendant ce temps, 2 avaient été légèrement blessés. Ura a également envoyé un rapport affirmant qu'il y avait eu 2 pertes dans la cabine où ils se trouvaient. Caron a demandé à Hans s'il savait où ils étaient. Hans a révélé qu'ils étaient à environ 10 km de la région de TB, ayant contact avec la région. Hans espérait qu'ils étaient déjà en train de se mobiliser. Hans a affirmé que, pendant qu'ils gagneraient du temps, les 2 garçons devraient en fuir le plus loin possible. À ce moment, la guillotine a commencé à réagir à nouveau. Une personne est apparue à côté de la fenêtre du wagon. Se retournant, Caron a immédiatement dégainé son épée, répondant à Hans « Nous ne pouvons pas fuir ». Hans, le protagoniste, a affirmé à Hans et Léo qu'ils avaient détruit la voie ferrée, qui est précieuse pour l'empereur. Cela ne diffère pas d'un acte de trahison. Il a également rappelé que la jambe de Léo était blessée. Malgré cela, Léo pouvait encore se battre, montrant qu'il n'y avait qu'une seule option. Caron a attaqué l'homme qui se tenait dehors du wagon. L'homme a perdu sa jambe. Caron, avec un regard malicieux, a eu une bonne vue de lui par la fenêtre tout en attaquant le premier traître. Il a crié « Terminons-les tous ». Le leader des bandits masqués a froncé les sourcils en voyant son subordonné être attaqué. En quittant le wagon avec Léo et Hans, Caron a aperçu plus d'ennemis qu'il ne l'avait imaginé. En même temps, l'escouade de chevaliers sortait du wagon, se plaçant devant les garçons pour les protéger. Hans pouvait voir que ces hommes étaient des combattants habiles, au moins au rang 3. Leur leader, cependant, était au rang 6. Derrière le masque, il a ordonné « Caron Reston, abandonnez votre arme et rendez-vous ». C'était une voix déformée par la magie. Le chef des bandits a sorti les dagues, affirmant que s'ils voulaient se rendre, tous les autres pouvaient repartir. Le protagoniste a souri en voyant que l'objectif des bandits était de le capturer vivant. « Hans, tu sais ce que cela signifie ?» Hans était surpris, car il comprenait ce que Caron planifiait. Tenant la guillotine en main, Caron a avancé. « Ils ne peuvent rien faire contre ma vie, mais je peux faire quelque chose contre la leur. » Hans s'est donné une claque sur le visage en criant à l'escouade de protéger Caron. Le protagoniste était déjà arrivé devant le premier. Bandit, avec une extrême malice, Caron a frappé le premier ennemi. Dès qu'il l'a fait tomber, les autres bandits ont couru rapidement dans sa direction. Chevaliers et bandits ont commencé à croiser les épées. Caron s'amusait à brandir la guillotine, faisant souffrir les ennemis avec un regard macabre. Caron les défiait de l'affronter tous en même temps. Comme personne ne s'approchait, Caron se demandait s'il devait avancer. Au lieu de cela, les bandits ont réalisé que Caron n'était pas ordinaire, quelque chose qui n'était pas dans l'accord. Irrité, le leader du groupe a ordonné à tout le monde de sortir de son chemin. Il allait affronter le garçon. Avant que Caron ne puisse l'affronter, Hans a avancé. Caron était surpris. Hans voulait défendre son jeune maître du danger. Le leader encapuchonné a menacé « Tu cours vers ta fin, chevalier de la forteresse ». Hans était prêt à prendre des risques pour prouver cela. Dès le début de la bataille, Hans sauta contre le bandit avec une épée longue et courbée. Le bandit se prépara. Les épées s'affrontèrent, produisant des étincelles. Le bandit remarqua quelque chose et, tout à coup, sauta en arrière, évitant le pouvoir oppressif de l'attaque de Hans. Hans plissa les sourcils en voyant son attaque déviée. Surpris, il vit le bandit effectuer des mouvements étranges. Ces mouvements de lame montraient qu'il était un chevalier du sultanat de Pabar. Shion Hakimi se demanda ce qu'un chevalier d'un endroit si lointain faisait dans l'Empire, puisque les 2 pays avaient un pacte de non-agression. Le fait qu'un chevalier de Pabar soit à la recherche de Caron était encore plus étrange. Cependant, avec la bataille devenant en leur faveur, Hans espérait découvrir la réponse bientôt, avec Léo et surtout Caron nettoyant le champ de bataille. Tout allait bien. Hans, cependant, fut surpris par l'avancée soudaine de Shion. L'épée le pressa, le forçant à se défendre. Shion se moqua sombrement. « Tu as l'audace de te distraire, chevalier Irang. » Et bravement, Hans cria « Ta formation s'est déjà effondrée. » Shion Hakimi, avec le pouvoir de la mana bleue, força Shion à se retirer. Il ordonna au chevalier de se rendre. Shion regarda autour de lui, réalisant que ces hommes étaient vraiment tombés. Hans retourna le conseil que Shion avait donné. « Si tu te rends, ta vie sera épargnée. » Cependant, Shion n'avait aucune intention d'abandonner. Les yeux de Shion devinrent noirs et ses pupilles rouges. Il allait utiliser tout ce qu'il avait pour accomplir la mission. En utilisant la compétence de retour de mana, Shion se jeta contre Hans. Hans pouvait voir que Shion n'avait pas l'intention de revenir vivant. Hans sentait même que le jeune maître était en danger maintenant. Cependant, il pouvait faire la même chose. Hans libéra toute la mana qu'il possédait. Les yeux de Hans devinrent bleus comme la mana dès qu'il utilisa le pouvoir pour confronter Shion. Mais à ce moment-là, la voix de Caron surgit. « Hans, je suis déçu. Tu n'es pas venu avec moi pour m'empêcher de causer des problèmes. » Caron apparut derrière Shion tandis que ce dernier s'élançait contre Hans. Le protagoniste sourit, empêchant Hans d'abandonner sa
propre vie. Shion se retourna rapidement pour faire face à Caron. Le Daenyovja, protagoniste, montrait qui il était vraiment en brandissant la guillotine. Le bras que Shion utilisait pour tenir l'épée se détacha de son corps. L'épée tomba au sol avant qu'il ne puisse s'en rendre compte. Comme dernier commentaire, Shion murmura « Caron Reston, tu es un monstre ». Le protagoniste fut heureux de ce compliment, mais inquiet. Il vit l'épée commencer à trembler. Cela signifiait qu'il y avait encore une menace. Caron cria à Shion « Tu prévois encore quelque chose ?» Hans fut surpris, car la mana rouge, comme le feu, de Shion grandit. Shion regarda Caron, s'excusant de ne lui avoir aucune rancœur. Le protagoniste était confus. Hans s'est soudainement mis à courir en criant « Membre de l'escouade, protégez Lord Léo !» Léo fut surpris. Avant qu'il ne comprenne, tous les chevaliers sautèrent sur lui. Hans fit de même. Sautant sur Caron, la mana débordante de Shion devenait folle, lançant des attaques dans toutes les directions. Confus, Caron interrogea Hans sur ce qui se passait. Hans révéla que Shion utilisait une attaque d'autodestruction. Hans s'excusa alors d'avoir été incompétent. Choqué, le protagoniste regarda Shion, qui s'était presque entièrement transformé en feu. Pendant que Shion provoquait une grande explosion, Hans implora Caron de survivre. Avec l'onde de choc causée par l'explosion, tout autour fut balayé, des arbres furent déracinés. Aram vit cela se produire en personne. Une voix des profondeurs de l'océan surgit à ce moment-là. « Quel maître idiot! Ça fait un moment que je n'ai pas goûté le sang frais de chevalier. Alors, je vais gagner ma subsistance. Si vous ne voulez pas devenir aveugle, fermez les yeux. » Quelques minutes plus tard, Hans se réveilla avec Karen, lui criant dessus. « Combien de temps vas-tu rester allongé ?» Confus, Hans se leva. « Espèce de gamin, je me suis même sacrifié comme un bouclier pour toi. » Irrité, Karen demanda qui avait demandé à être sauvé. Si ce n'était pas pour cette voix, les choses ne se seraient ni pas bien terminées. Le protagoniste entendit la voix de l'épée lui ordonnant d'être reconnaissant. Il fut réellement surpris de l'entendre, découvrant que c'était une épée avec un égo et la raison pour laquelle ils avaient réussi à survivre à l'explosion qui avait créé un grand cratère. Pendant que les blessés étaient secourus, il analysait l'épée avec égo, quelque chose qu'il croyait n'exister que grâce à la forge de forgerons malveillants utilisant des âmes comme matière première. La guillotine maudissait Caron de l'avoir comparée à une épée avec égo. Pendant que l'épée expliquait qu'elle l'avait sauvé de l'explosion en utilisant toute la mana absorbée, une carriole s'approchait. Caron calma Hans en voyant que ce n'était bidé pas des ennemis. Karen se concentra à nouveau sur l'épée, demandant si elle n'absorbait de la mana qu'en combattant des ennemis. Elle pouvait également absorber sa mana. Cependant, un chevalier à cheval s'approcha, se présentant. « Je suis Iri, capitaine des vigilants du territoire autonome de Tebi. » Le protagoniste mit l'épée dans le fourreau pour qu'elle ne puisse plus parler, tandis que Hans se présentait en retour à Iri. Hans présenta également l'un des petits-fils de l'archiduc Halo. Karen releva alors la visière du casque. « Le territoire de Tebi se sent profondément responsable de vous avoir entraîné dans ce malheur. Incident, sur ordre du maire, nous sommes venus vous escorter en toute sécurité. » Le groupe accepta l'escorte, reconnaissant. La première carriole suivit le sentier en terre, tandis que Caron regardait par la fenêtre. Hans demanda s'il était sûr qu'il ne retournait pas à la forteresse. Même en enquêtant sur les lieux, les résultats pouvaient être incertains. Hans croyait qu'il était encore tôt pour juger que la menace avait disparu. Caron le calma, l'informant qu'il avait contacté Zeras avant de partir. Et ceci devrait être en route. Caron était irrité que Hans soit si protecteur. La garde impériale de la capitale doit aussi avoir bougé. Ne t'inquiète pas trop. Changeant de sujet, Caron demanda à Hans s'il connaissait Chion. Hans révéla que Chion était un chevalier à 6 étoiles du sultanat de Pabar. Caron se souvenait que la terre des sultans se trouvait dans un désert à l'est de l'Empire. Le protagoniste se demanda si le pacte de non-agression était menacé. Les choses étaient plus compliquées qu'il ne l'imaginait. Cependant, Hans ne pensait pas que les relations avec le sultanat avait empiré au point d'être attaqué. Carlos demanda à Léo, membre de la famille, s'il ne pensait pas que ce qui s'était passé était une justification pour le début d'une guerre. Léo ne réussit pas à répondre à la question. Il finit par regarder distraitement les vêtements sales qu'il avait enlevés. Les mains de Léo continuaient de trembler, même s'il essayait de les empêcher. Caron savait que Léo était ainsi parce que c'était la première fois qu'il éliminait quelqu'un. Néanmoins, Caron espérait que Léo surmonterait cela bientôt, car c'était ainsi la vie. Iri, qui accompagnait la carriole, regarda par la fenêtre, annonçant qu'ils arriveraient bientôt sur le territoire autonome. En regardant par la fenêtre, Caron put percevoir à quel point le territoire était riche. Dès qu'ils s'approchèrent de la porte principale, il réussit à voir un grand bâtiment avec divers engrenages dans sa structure décorative. Le maire accueillit joyeusement le groupe, leur souhaitant la bienvenue. Il montrait son soulagement de voir le groupe arriver sain et sauf. Immédiatement, le maire affirmait qu'il coopérerait à l'enquête de la maison Reston. Caron l'interrompit. « Nous savons déjà que Tebi n'a rien à voir avec l'attaque. » Rans affirma la même
même chose au maire Green, lui demandant de rester tranquille. Rance pouvait voir que Green avait vieilli depuis l'époque où il était ministre des Awa Ito. Finance. Green soupirait, ressentant le poids de son poste de maire. Green tenta rapidement de se comporter de manière plus cordiale, mais Caron lui demanda de se sentir à l'aise pour parler, car ce n'était pas agréable pour lui d'être traité avec tant de formalité par quelqu'un de plus âgé. Cependant, Green ne pouvait pas accepter de parler de manière décontractée avec la lignée d'une maison ducale. Comme il ne pouvait pas accepter cela, Caron ordonna qu'il s'agenouille pour montrer sa sincérité. Green comprit les intentions de Caron et accepta rapidement sa gentillesse. Le maire invita alors tout le monde à aller ailleurs pour continuer la conversation pendant qu'un vin était servi. Caron surprit le maire en révélant que les bandits avaient détruit le train, non pas avec de la mana, mais avec des explosifs. Contre les bandits qui avaient servi la boisson, rappela le maire que les explosifs n'étaient pas obtenus sans passer par l'agence d'approvisionnement de l'armée. Comme cette agence était sous le contrôle de l'Empire, Caron croyait que le trafic d'explosifs était presque impossible. Il demanda donc s'ils pouvaient avoir été apportés de l'extérieur de l'Empire. Green fut choqué par l'hypothèse qu'ils auraient pu être obtenus avec l'aide du sultanat de Pabar. Green réalisait que tout cela avait du sens, puisque seul Pabar est l'Empire. Krona 9 Sad Takt Ab E A M N D E A S A N A A N E Na R. Il parvenait à produire des explosifs de haute qualité, ayant fait comprendre cela à Green. Caron a demandé si une guilde marchande à Thébes, impliquée dans le trafic, ne causerait pas de problème. Green a observé la déduction aiguë de Caron et a rapidement convenu que cette possibilité était la plus probable. Green n'allait pas contredire Caron pour ne pas susciter de soupçons de complicité. Carlos a observé le maire boire du vin et lui a demandé de garder une chose à l'esprit. Les membres qui en diraient des chevaliers loups bleus et la forteresse mer bleue avaient subi des pertes dans cet incident. Green a été surpris, réalisant qu'il devait coopérer en étant membre des chevaliers. Hans observait attentivement le maire qui a rapidement essayé de changer de sujet en demandant des nouvelles du père de Karen. Le protagoniste a été surpris. « Tu connais mon père ?» Green a hoché la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, j'ai des liens fraternels avec ton grand-père maternel, le frère Gale. » Surpris, le protagoniste a commenté « Entendre parler de connexion aussi soudainement, tu es vraiment un politicien, n'est-ce pas ?» Green s'est rapidement corrigé, demandant s'il y avait quelque chose de plus important que ça. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte à la hâte. « Parfait, des nouvelles urgentes de la capitale sont arrivées. » Green a affirmé, sachant déjà que la garde impériale était en mouvement. Cependant, l'employé l'a corrigé. Pas seulement la garde impériale, le commissaire Ostforzi au impôt lui-même s'était lancé à la tête de la division spéciale. Greeny était choqué. Le commissaire Gale Ferton était connu sous le nom de Roi des Ténèbres. C'était le frère gay que Greeny avait mentionné. Tremblant, Greeny a demandé à Karen si elle s'attendait déjà à de tels mouvements. Le protagoniste a grincé des dents de manière menaçante. « Mon grand-père m'apprécie suffisamment pour tout laisser et venir en courant sauver un petit-fils en danger. » La nuit de pleine lune est arrivée. Rapidement sur le territoire de Thébes, où de nombreuses personnes peuplèrent les rues et ont remarqué l'arrivée de nombreux chevaliers. Une grande suite était arrivée. À l'avant de la suite se trouvait Gale Ferton, le grand-père de Karen. Certaines personnes observèrent la suite dans l'ombre. Caché sous une cape, un homme a commenté à un autre, puisqu'il est lié à son grand-père, il est arrivé rapidement dans le bureau du maire. Plusieurs commerçants se disputaient. Une enquête fiscale. Aussi soudainement, qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas dit qu'il y avait déjà un programme? Pourquoi cela se passe-t-il ce soir? Les commerçants ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. Toi, même en étant un maire fantoche, tu devrais au moins nous donner un peu de temps. Green commençait à s'irriter des accusations. Il frappa la table avec colère. Vous savez à quel point c'est sérieux. Un jeune homme est entré dans la salle affirmant que le maire avait raison. Caron a rappelé à tous. Non seulement la voie ferrée de l'empereur a été détruite, mais le petit-fils du duc Reston et les gens du château Merbleu ont été attaqués avec des explosifs suspects de contrebande dans les guildes commerciales à Thébes. Tous les commerçants ont regardé Caron, qui a demandé s'il comprenait maintenant la gravité de la situation. Les commerçants se sont échangés des regards surpris et apeurés. L'un d'eux a essayé de parler au nom de tous, affirmant qu'il ne demandait qu'un temps pour se préparer. Caron interrogea qui était ce vieil homme qui osait parler. L'homme barbu se présenta rapidement. Son nom était Rumir, vicomte et chef de la guilde commerciale. Rumir, entendant la présentation, Caron affirma qu'il s'assurerait de transmettre personnellement son nom au commissaire des impôts, son grand-père. Tout à coup, une autre porte s'ouvrit. Un employé l'ouvrit, présentant la division spéciale de l'agence des impôts, ainsi que le commissaire principal. Les commerçants restèrent silencieux lorsque Gale entra dans la salle. L'homme aux cheveux blancs
blanc, cria à tous « À partir de maintenant, vos guildes commerciales seront soumises à une enquête fiscale. » L'agence des impôts a reçu des dénonciations de gains illicites par le biais de la répartition des impôts et des tentatives d'évasion fiscale. Caron observa son grand-père murmurer qu'il ressemblait davantage à un soldat qu'à un fonctionnaire gouvernemental. Curieux, Léo demanda à Hans si la première division spéciale était vraiment aussi effrayante. Hans expliqua au garçon que la première division s'occupait des guildes puissantes et des nobles, et qu'à cause de cela, il pouvait même mobiliser la garde impériale. Le garçon comprit à quel point il pouvait être terrifiant si quelqu'un ne payait pas des impôts. Tout à coup, Gale s'approcha de Karen. « Cela fait 3 ans, Karen. » Il échangea son expression sévère contre un sourire affectueux. « Comment vas-tu » Le protagoniste hocha la tête en voyant son grand-père maternel. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans le jardin, Gaillot demanda à son petit-fils s'il n'avait vraiment pas besoin de soins. En entendant parler du bien-être de son petit-fils, Gale lui demanda s'il soupçonnait qui était le mentor de l'incident. Gaillot fronça les sourcils, demandant si cela ne pouvait pas être un sujet familial. Carole nia, affirmant que si c'était l'œuvre de ses oncles, il n'aurait laissé aucune trace suspecte. Aéron remarqua que ceux qui les avaient attaqués avaient laissé des indices intentionnellement, presque comme s'il voulait les faire croire que le coupable était le sultanat Pabar. Il se souvint comment Shion ne s'était même pas donné la peine de cacher sa propre identité. Tout à coup, Gaillot caressa les cheveux de son petit-fils. « Souhaites-tu trouver les coupables et les punir ?» Gaillot affirma que son grand-père était contre cela. Non pas qu'il ne connaissait pas son talent, mais parce que le monde était vaste et rempli de gens puissants et dangereux qui pourraient l'attirer. Révélant ses pensées, Gaillot lui demanda de rester en alerte jusqu'à ce qu'il parte pour la capitale le lendemain matin. C'était également le désir et l'ordre de l'empereur. Gale demanda au jeune homme de laisser les adultes s'occuper de l'affaire. Souriante, Karen décida d'obéir. D'un air sérieux, il affirma qu'il resterait silencieux. Gale, cependant, l'observa. Il pouvait voir dans l'expression furieuse de Jenin Divid Karen et dans le sourire malicieux que son petit-fils n'avait pas l'intention de tenir sa promesse. Résidence, plusieurs valises étaient là déplacées vers une carriole. Un homme sortit de la résidence en se plaignant. « Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti ?» Une femme dans la carriole regarda par la fenêtre l'homme, lui demandant pourquoi il ne venait pas avec eux. L'homme demanda à sa femme de ne pas s'inquiéter, car il partirait bientôt avec elle. La carriole partit alors avec la femme et les enfants de cet homme. L'homme observa la carriole s'éloigner. Sur le toit du bâtiment, une silhouette mystérieuse l'observait. L'homme encapuchonné annonçait le départ de la famille par le communicateur, tandis que le propriétaire de la maison retournait à l'intérieur pour emballer ses affaires. Celui sur le toit commença à se mouvoir dans l'obscurité, éclairé par une bougie. Karen aiguisait l'épée. Quelqu'un ouvrit la porte, réalisant que le jeune polissait la lame au beau milieu de la nuit. L'homme se demanda s'il prévoyait de chercher à nouveau des ennuis. Kéron ne croyait pas que Zeras avait commencé à se plaindre dès son arrivée. Zeras affirma avoir entendu que le commissaire avait interdit à Kéron de sortir, ce qui fit demander à Caron s'il était là pour l'en empêcher. Cependant, Zeras révéla qu'il était là uniquement pour délivrer un message. S'éclaircissant la gorge, Zeras demanda à l'écouter attentivement. « Karl Reston Netto, le benjamin de la maison Reston, dès que vous recevrez cet ordre, traquez les coupables et réclamez la dette avec leur vie. Montrez-leur clairement ce que la loi de la forteresse Mer Bleue signifie. » En entendant le message envoyé par son grand-père, Caron tremblait en riant, d'une voix extrêmement sinistre. Le protagoniste répondit « Moi, Caron Reston, reçois le commandement du chef de la famille. » Caron saisit fermement l'épée. Le regard du garçon faisait imaginer à Zeras que la nuit serait extrêmement longue